Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo qui abordera du coup le sujet du livre La France Big Brother de Laurent Oberton, comme annoncé dans la vidéo précédente. Je fais cette courte introduction juste pour préciser quelques petits points, à savoir que le sujet d'aujourd'hui du coup est un sujet très vaste et très difficile à aborder. De par sa complexité. Alors je tiens juste à préciser que notre invité et moi-même n'avons ni l'un ni l'autre de diplôme. On a essayé d'aborder les sujets avec les connaissances qu'on a, avec aussi ce qu'on ressent dans le système dans lequel on vit. Donc voilà, juste survoler tout ça avec légèreté, ne prenez pas ça comme étant un débat, je veux dire un message politique ou quoi que ce soit. On essaye juste comme le nom de la chaîne l'indique, enfin, le nom du concept, avoir un débat sans tabou en fait, juste comme a dit notre invité en début de vidéo, vous verrez une espèce de discussion de comptoir. Donc détendez-vous, ça va bien se passer. J'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit le plus ludique possible, de casser un peu le côté sérieux, puisque c'était vraiment un sujet compliqué à aborder. Voilà, j'espère qu'en tout cas elle vous plaira et on se dit à dans 2h40 parce qu'elle dure 2h40 pour la conclusion de celle-ci. Allez, ciao. Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième épisode du podcast Un débat sans tabou. On accueille aujourd'hui notre invité Victor. Je te laisse te présenter en quelques mots, même si tu l'as déjà fait. Explique-nous un peu ce que tu vas faire aujourd'hui. Alors, deuxième vidéo, je fais bien de le préciser. Je suis venu pour en découdre aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce bouquin qui me plaît beaucoup. Qui suis-je? Un sombre inconnu, hein, personne. Mais pour faire simple, un ami à toi depuis 2 ans maintenant à peu près. On s'est rencontrés en formation d'ambulancier car on est tous les deux ambulanciers. Et on a été remarqués par tous nos confrères comme étant deux joyeux lurons qui ont des discussions interminables sur de vastes sujets. En plein cours, hein, bien sûr. Et voilà, ouais. Et on s'était dit quand même, ce serait bien d'extérioriser tout ça. Pouvoir en discuter. Voilà, donc cette vidéo existe un peu pour ça. Cette chaîne, Ouais, ces derniers entretiens concept sont un peu pour ça aussi. Et voilà, c'est pour le plaisir. Et puis s'il y a des gens qui viennent ici nous regarder, bah écoutez, installez-vous. Je sais pas ce que vous faites là toujours, mais ça peut être marrant. Je précise, même disclaimer que pour la première vidéo qu'on a fait à deux, parce que vu qu'on est sur place publique, entre guillemets, je préfère disclaimer tout de suite. On n'est pas expert, j'ai pas fait des diplômes en sociologie ou je ne sais quoi. C'est juste, voilà, du discussion de comptoir, j'ai presque envie de dire, tiens. Sur la vie de deux personnes qui ont des accointances, mais des points de différence essentiels, notamment la foi, qui nous différencie. Et c'est là où, justement où on trouve notre intérêt dans nos discussions, c'est ça qui est un peu intéressant. Donc là, aujourd'hui, le sujet, ça va être ce bouquin, avec 2 prismes de lecture, des accointances et des divergences. C'est ça. Très bien résumé, j'ai envie de te dire. Donc pour la faire courte, pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, on va aborder plusieurs points qui vont avoir pour thème différentes choses, toujours tirées du livre. Hein. Et donc pour commencer chaque point, on va prendre un petit passage très court du livre du coup pour entamer un peu le propos et ensuite on discutera de ce passage ensemble. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve tout de suite pour notre premier point. Donc pour cette première partie, on va aborder une question qui est la suivante. Le citoyen français vit-il dans la réalité ou dans une espèce de matrice un peu comme dans le film en fait, concrètement. Donc je vais prendre un court passage qui est tiré du livre dans lequel Laurent Oberton, au travers d'un personnage qui se trouve dans l'histoire, dénonce quelques rouages du système. Et donc il dit la chose suivante. Vous ne voulez pas la vérité. Vous voulez du rêve. Vous voulez que le maître s'occupe de vous, personnellement, comme Papa Noël. Vous ricanez devant la niaiserie des fictions qui finissent bien. Et vous exigez de nous qu'on vous serve exactement la même tisane. Seule la fiction a le droit d'être réaliste.
Donc voilà, ma question du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, est la suivante. Le citoyen français, donc quand je dis le citoyen, c'est au sens large, hein, c'est aussi bien toi, moi, que tous ceux qu'on peut côtoyer tous les jours. Vit-il dans la réalité et a-t-il envie de vivre dans la réalité ou préfère-t-il vivre dans un tissu de mensonges pour fuir une réalité qui ne lui convient pas? C'est la notion d'envie qui me retient, moi, tu vois, dans ce que tu viens de dire. Le français moyen, enfin moi je pense, hein, et je pense que tu as la même idée que moi là-dessus, ne veut pas vivre dans la réalité. Parce qu'on est des bêtes sociales et compagnie. Moi j'ai toujours mon analyse que je vais faire là pendant cette vidéo de ce livre, et c'est celle que je fais au quotidien dans ma vie pour tous les sujets, c'est un point de vue d'anthropologue. J'essaie toujours de m'extraire de la masse dans laquelle je suis en train de parler. Je m'en extrais, je la regarde et j'essaie de faire ça avec un regard froid le plus possible, parce que je vais pas me prendre pour Dieu, tu vois. Ouais. Le plus possible, et j'essaie limite de me mettre comme si j'étais un martien, j'arrive et je regarde comment ça se passe. En procédant ainsi, il est pour moi évident que les gens ne veulent pas vivre dans la réalité. Parce que ça les renvoie à leurs propres conditions. Donc ça peut parfois faire donner le vertige, ou des angoisses, ou de la dépression, enfin voilà. Parce que le monde étant ce qu'il est, et le grain de sable infime que nous sommes au milieu de tout ça, voilà, ça peut donner le vertige et ça peut remettre en question beaucoup de choses. Nos plaisirs, nos divertissements, nos choix de vie, notre raison d'être la plus profonde, qu'on avait déjà un petit peu abordé dans la première vidéo ensemble, ça fait le lien. Voilà, on en arrive à ce bouquin. C'est vrai. Et donc le français moyen veut-il vivre? Non. Pourquoi? Je viens un petit peu de le dire, parce que ça renvoie à tout ça. Et que c'est bien plus confortable de vivre dans le mensonge. Et on le constate tous les jours. La vie en tant que telle se cherche une place dans un monde hostile constamment, et elle va toujours tendre, c'est ce qu'on appelle la pente naturelle, vers le confort. C'est pour ça que les animaux dans les zoos, dans les zoos et compagnie, ils perdent leur instinct de chasse et compagnie, ils deviennent un petit peu grassouillés et tout ça. C'est normal, c'est la pente naturelle. Et l'homme, qui a développé l'intelligence et compagnie, il a sa pente naturelle aussi qui vise à ignorer tout ça et se laisser glisser à son confort. Voilà, c'est beaucoup plus confortable de se divertir et de pas penser aux choses. Je pense avoir fait le tour de la question. Est-ce que tu aurais peut-être toi des remarques à ajouter? Non, je pense que tu as fait le tour et justement ça nous permet de nous orienter vers le point 2 qui va entrer un peu plus dans le détail en matière de ce qui nous permet de fuir cette réalité. Donc on se retrouve tout de suite pour le point 2. Donc pour ce point 2, on va aller un peu plus en profondeur dans comment le parti tel qu'il nous est décrit dans le livre, donc le parti qui représente le système français dans lequel on vit, a fait au cours des décennies et des siècles précédents pour nous rendre dépendants en fait de lui, tout en nous donnant accès à différentes choses qui peuvent nous donner un semblant de liberté et de toujours plus de connaissances. Donc je vais lire encore une fois un passage de ce livre donc, qui dit: Comment crois-tu t'en sortir seul, dis-moi? Tu n'es rien sans moi. Tu ne sais rien faire sans moi. À quoi bon? Je m'occupe de tout. Avec ton écran tactile et tes applications, je t'ai fait maître du monde. C'est ce que j'ai voulu. Or, tu ne sais rien faire de tes mains. Tu ne saurais pas fabriquer un seul de ces objets qui te paraissent indispensables. Ma technologie te pousse à surestimer ton intelligence. La réalité, c'est que tu ne comprends rien aux machines dont tu dépends. Tu ne sais pas comment marche ta télévision. Tu ne sais pas au juste ce qu'est l'électricité. Tu ne te demanderas jamais ce qu'est une onde électromagnétique, la gravité ou l'évolution. Tu ignores pourquoi tu te reproduis, comment bat ton cœur. Tu ne sais rien de tes fonctions vitales, de ton histoire et de ta science. Rien de tout cela ne t'est utile pour te gaver de mes produits et obéir à mes ordres.
Je t'ai appris. Oui, je t'ai appris à ne plus penser. Bon, très, très lourd hein, ce passage. C'est un peu terrible hein, quand même. Oui, et puis voilà, c'est parce que il s'adresse à Monsieur Moyen. Et Monsieur Moyen, dans le livre, il est vraiment dépeint comme, bon c'est malheureux à dire, comme une grande majorité de nos concitoyens aujourd'hui. C'est-à-dire que voilà, les gens ne savent pas tout ça, ils s'en foutent, littéralement. En fait, c'est la ça. nuance, c'est ça. Hein. C'est Ouais, pas c'est qu'ils ça. sont pas capables. Hein. C'est qu'ils s'en s'en foutent. foutent. C'est des abrutis. C'est ça. Juste que c'est des ignares. C'est ça. Il y a une nuance, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent pas à tout ça. Par confort, on en revient à ce que l'on disait juste avant. Là où voilà, je voulais venir, c'est donc il nous dépeint cette dépendance et cette incapacité d'agir seul face au système, et il a raison. Je sais que toi, tu l'as peut-être pas encore dit, mais tu vas sûrement le dire pendant la vidéo, tu trouves qu'il a un petit peu une vision trop sombre. Bah sur ce point-là, en fait sur ce point-là, en réalité, j'ai vraiment trop rien à dire parce que je suis d'accord à 100%. Ok. Bon. Bah, tant mieux, parce que moi c'est à peu près pareil. Mais j'ai une nuance quand même à apporter. Je me suis fait la réflexion il n'y a pas longtemps. Et en fait, dans son ouvrage, c'est vrai qu'on ne voit pas trop les options pour les gens. Pour en sortir. Ils sont bloqués en fait. Mm. Et nous, dans la réalité, je vais pas dire que c'est facile et qu'on a des options. On en a, mais elles sont loin. Hein. À l'heure actuelle, c'est très compliqué. Je vais juste revenir sur cette notion de démocratie dans laquelle on vit, qui, sur le papier, pour moi, est très bien. Sur le papier. Dans la réalité des faits, la démocratie, elle dépend d'une chose. C'est de la démographie, entre guillemets. Une démocratie fonctionnelle, c'est quand tu as une démographie fonctionnelle. Une démographie fonctionnelle du point de vue démocratique, c'est une démographie qui s'intéresse, qui a un avis, et qui donne de l'importance. Parce que la souveraineté du peuple réside là-dedans. La souveraineté du peuple réside dans son exercice. Comment est-ce qu'on exerce sa souveraineté quand on est en démocratie ? Faut voter, faut s'intéresser, faut débattre, faut discuter de tout ça. Savoir de quoi on parle déjà, voilà. Un minimum. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le peuple est convoqué tous les 5 ans pour faire une élection, ou aller de temps en temps pour les législatives. Ils sont convoqués en mode venez, mais tout le reste de l'année, l'immense majorité du pouvoir souverain du peuple ne s'applique pas, ils s'en fichent. Et c'est pas nos élites les responsables de ça. Enfin, si. Mais on en reviendra après. Mais indirectement, si. Indirectement, oui. Mais je veux dire, le problème, c'est aussi les gens. Ouais, qui refusent de s'intéresser, de savoir, de penser. Un peuple qui se fait... On est sur YouTube, donc je sais pas si je peux... évite les gros mots, quoi. Un peuple qui se évite fait... d'insulter qui que ce soit. Qui se fait avoir comme ça, constamment. Constamment. Où à chaque fois, les décisions sont contre lui, et compagnie. Les institutions qui sont en place, factuellement, on peut les renverser par notre vote. On peut le faire. Ça existe, c'est là, c'est en place. Et c'est justement ça qui les maintient, d'ailleurs. Mais la solution ne peut émerger que de nous. Évidemment qu'il y a des problèmes dans la démocratie, elle n'est pas parfaite. Mais déjà, si on avait une population qui, à 90%, s'intéressait aux choses, ça irait déjà beaucoup mieux. Parce qu'il y a un consensus chez les gens. L'immense majorité des gens ne sont pas moi je suis militant de droite et moi je suis militant de gauche. Non. L'immense majorité des gens, c'est pour ça que je te dis 90% des gens, ils sont pas dans des chapelles en mode ah non, moi je pourrais jamais voter ça parce que ça vient de la gauche, ou non, je pourrais jamais voter ça parce que ça vient de la droite. Non. Les gens, le consensus va dans on veut vivre bien. Si les gens étaient tous impliqués au-delà du militantisme de bas étage, et qu'ils étaient investis, qu'ils allaient, comme par exemple, je sais qu'en Suisse, ils votent beaucoup plus souvent qu'en France et compagnie, il y aurait déjà beaucoup de problèmes que tu dégages. Mais déjà, évidemment, il resterait des problèmes, parce que la démocratie en tant que telle, avec le système des partis et la professionnalisation du métier politique,
forcément ça allait engendrer des problèmes. Mais tu pourrais déjà enlever une énorme quantité de problèmes par les masses qui se mobiliseraient dans l'intérêt, tu vois, et dans le long terme. Pas juste une fois tous les 5 ans, on va voter parce qu'on a vu à la télé, machin. Et c'est ça qui rend la démocratie défaillante, selon moi. Ouais. En grande partie, en tout cas. Et est-ce que tu crois que c'est pas à la limite de l'utopie de penser... je dis pas que c'est ce que tu as dit. Hein. Tu dis que il faudrait que les masses puissent... le peuple puisse s'y intéresser pour pouvoir connaître et ensuite changer les choses concrètement. Mais est-ce que ce serait pas à la limite de l'utopie de penser qu'aujourd'hui c'est encore possible au vu de tout ce dont on a été bombardé depuis l'enfance? Parce que les anciennes générations qui étaient encore à peu près sérieuses et qui se sentaient encore concernées par ces choses-là, aujourd'hui ces générations-là elles s'éteignent. Et on est... si elles ne sont pas déjà éteintes presque à 100%. Aujourd'hui c'est les nouvelles générations qui ont pris le relais, y compris la nôtre. Moi quand je fais le constat de ma vie, depuis que je suis petit, moi ça a toujours été... ça n'a jamais été de s'intéresser à ces choses-là. En fait, on nous a toujours poussé à nous intéresser à des choses futiles, à des choses qui nous rendaient plus abrutis qu'autre chose. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, c'est encore possible? Je sais pas vraiment. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, je viens de te poser le constat de ce qu'il faudrait pour que ça marche. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, même si tu l'as pas affirmé, mais je sens bien dans ta voix que tu veux l'affirmer, et je l'affirme derrière toi. Aujourd'hui, c'est une utopie. Complète. Mais dans le meilleur des mondes, dans cette utopie, pour que ça fonctionne, il faudrait déjà qu'on fasse ça. À l'heure actuelle, c'est mort. Tu parlais de ton enfance, de jeunesse, compagnie, où dès l'enfance, dès la jeunesse, on est un peu sorti de ça, on s'intéresse pas, et là où dans la France Big Brother, c'est très 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 bien souligné, selon moi, c'est une volonté d'écarter les gens de ça. Parce que le pouvoir, on dit la démocratie, le peuple souverain. Bah, aujourd'hui, on a tendance à dire, mais non, c'est faux. Mais dans la réalité, dans les institutions, dans comment c'est conçu, si, c'est vrai. Mais l'intérêt qu'ont les élites qui sont au sommet de cette pyramide démocratique, c'est de faire en sorte que le pouvoir qui réside dans leur construction institutionnelle chez le peuple, il faut que le peuple soit anesthésié, quoi. Il faut qu'il arrête de bouger. Il faut que... on fait pour vous. Comme ça, la démocratie est toujours là. Ils n'ont pas mis en place de dictature. Ils oppressent pas le peuple et compagnie. Ils reposent sur l'anesthésie du peuple, leur oppression. Et c'est là où c'est très vicieux. Et qu'on est dans un système où il n'y aura pas, pour moi, tout de suite en tout cas, où... tant qu'on est dans ce fonctionnement-là, il n'y aura pas de révolution. Il y a eu une révolution à un moment donné en France, on en viendra après, je ne vais pas griller les étapes, mais c'est parce qu'il y a eu, il y avait un pouvoir et un responsable clairement établi, le roi. Si tu as des problèmes, il y a un responsable, il est là, c'est lui. Tes grands-parents ont eu le même. Je pense à Louis XIV, tu vois, il a fait plus de 70 ans de règne. S'il y a un problème long terme, et à un moment donné, les fourches et tout ça vont se tourner vers le bonhomme. Forcément. Parce qu'il assume la responsabilité de l'État. Aujourd'hui, on est dans un fonctionnement qui détourne les responsabilités de quinquennat en quinquennat. Tout est fait pour brouiller les pistes. Tout est fait pour conditionner le peuple à sa condition. C'est une répétition là que je fais, mais c'est important de le dire. Et dans la France Big Brother, c'est très très bien employé. Parfois, oui, c'est un petit peu romancé. Il aime bien aller un peu sur ce terrain, limite c'est complotiste, tu sais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la fin du bouquin vient intéressante. Couper l'herbe sous les complotistes en disant « Eh non les gars, ça aurait été facile de croire que c'est un grand complot. » Mais non. Les Illuminati, machin, il en parle à la fin en disant « C'est absolument pas ça. » Voilà, parce que tu peux, au début quand tu commences à lire, tu peux te dire « Ah ouais, mais en fait, il y a des grands méchants, bêtes cornues, qui font des trucs dans l'ombre. » Non. Mais ça a le mérite de soulever et nous mettre face à nos problèmes, hein, littéralement. Et voilà, pour ce point-là, je pense que voilà, on a bien résumé comment est-ce que le pouvoir actuel se maintient, comment est-ce qu'il se place entre copains, et comment est-ce qu'il arrive à maintenir ce qu'on appelle le statu quo. Et je pense que le statu quo a encore de belles années devant lui, au vu des populations. On n'en a pas terminé, quoi. Ah non. Ah non, non.
Mais cette vidéo est une goutte d'eau dans l'océan de remède. Hein. Le simple fait d'en être conscient, de le conscientiser, c'est déjà une bonne chose. Et puis ça nous permet à nous, à notre échelle, de faire notre part, tu vois. C'est ça. Le fait d'en parler, je pense que peut-être ça peut aussi éveiller des consciences, de dire, voilà, les gens vont peut-être se dire, bah ils ont pas tort. En tout cas, on n'a pas, nous, la prétention de dire qu'on dit quoi que ce soit. C'est un peu du coup ce que disait le livre, comme quoi on est un peu les épouvantails de ce système. Dès qu'on va pas en fait dans le sens du parti, on nous pointe du doigt, on nous affuble de toutes sortes d'étiquettes. Et c'est exactement ça. En fait. Dès qu'on sort donc du système, il y a une réaction un peu épidermique et systématique qui se fait tout de suite. Quoi. Oui, d'ailleurs, cette réaction épidermique, comment dire, il y a le versant extrême gauche et le versant extrême droite. C'est-à-dire que moi, je suis... j'en ai déjà discuté avec le nombre de comparses hein, et de gens de mon entourage. D'ailleurs, là, mon contradicteur qui me vient en tête, c'est mon beau-frère, que je salue si jamais il est là, qui, on fait partie de la même famille, donc tu vois, on se prend en repas de famille et tout, puis on discute, et puis on se... Tu sais, on discute de façon véhémente, tu vois. Et donc, lui pourrait être catégorisé comme étant d'extrême gauche, et moi parfois d'extrême droite, parce qu'en fait, on a des philosophies d'origine qui sont différentes, mais là où lui et moi on se retrouve, c'est que vis-à-vis du système, on doit disparaître. On saoule le système. Tu parlais d'épouvantails. Moi, je voulais juste dire que voilà, des épouvantails, oui. Il y en a des deux côtés. Et il y en a des deux côtés. Parce que dès que tu tires trop dans le côté humaniste de la chose, et hop, ça y est, t'es un mec d'extrême gauche, la 8-6, le diabolo, tu pues. Enfin voilà, quoi. On connaît les discours. Et dès que tu tires un peu en partant de la philosophie d'origine qui nous différencie, de mon côté à moi, où il faut être un petit peu plus dans le protectorat et compagnie, le conservatisme, t'appelles ça comme tu veux. Ça y est, on va te parler de des bottes, machin. Et ça c'est chiant, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que les humanistes ils soient ridiculisés en mode vous faites du diabolo devant les gares, vous buvez de la 6, vous êtes au chômage, vous puez la pisse. Et dès que tu veux être un peu protecteur ou quoi, t'es un ça passe pas sur YouTube, je suis désolé. À mon avis, tu vas devoir biper. Ouais, bah je vais biper, c'est pas grave. Donc le N-word. Ah non, le N-word c'est un autre mot. On peut pas le dire. Le N-word européen d'une guerre avec un moustachu très anxieux qui faisait la guerre. Les gens comprennent. Et tu vois, c'est un peu chiant. Mais c'est une conséquence directe de l'oligarchie, on va dire démocrate en Occident qui joue sur ça. Pour maintenir un statu quo. Pour pas qu'il y ait de révolution profonde. Dans un sens comme dans l'autre. Certains diront que c'est pour protéger. Hein. Oui, mais question de point de vue. Voilà, débattons. Question d'intérêt aussi, j'imagine. Surtout d'intérêt. Surtout d'intérêt. Oui. Parce que les intérêts en Occident, les peuples occidentaux, les intérêts, ils en voient de moins en moins. Et des désintérêts, ils en ont de plus en plus. Bon, voilà. J'ai un peu l'impression d'être sur le Titanic, on fonce droit vers l'iceberg avec tout ce qui nous arrive au niveau climat, démographie, et tout. Et on est bloqué. Le capitaine de la barre reste tout droit. Et il joue du violon. Oui. Pendant que le bateau coule. C'est ça. Et tu te dis, mais les gars, là, on est à un tournant, va falloir prendre une décision. Radicale, hein. Soit tu vires à droite, soit tu vires à gauche. Sinon, on va se manger... Philosophiquement, il y a une opposition d'origine sur la nature de l'homme. Les mecs de droite, ils sont plus de tendance à dire, on se méfie de l'homme. Les mecs de gauche disent, l'homme est bon par nature, c'est juste qu'il devient mauvais à cause de la vie. Enfin, le bateau doit virer à gauche ou à droite. Tout droit, c'est mort. Pour tout le monde, c'est foutu. Ouais. À droite, ça va se faire dans le sang. À gauche, ça va se faire dans le sang. Dans les deux cas, il y a un moment donné, il n'y a aucune bonne fin, il n'y a aucune bonne solution. Il y a juste des philosophies. Et là où il y a le débat. Et c'est là où on se retrouve et machin. Mais en tout cas, le pouvoir actuel occidental, les États-Unis sont en train un peu de virer la barre là. Mais en tout cas, jusqu'à Trump, on va dire Biden c'était la même chose. Ils y maintiennent le statu quo, rien ne change, rien ne bouge, et on avance tout droit. Tout droit, ouais. Vers la fin. Il n'y a pas de prise de position franche en fait. Non. C'est le centre, on va dire. C'est littéralement maintenir la cantine à flot. Nous, ça va, on bouffe.
pour l'instant. Et puis de toute façon, on n'a pas de solution, on est bien, on se gave. Sauver le monde, c'est pas dans nos attributions. C'est un peu ça, hein, le problème. Ouais. Et je pense qu'il y en a même certains qui vont abandonner, en fait. Ils pensent que c'est foutu, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus qui pensent que... Hein. Donc croquons un maximum la vie avant que ce soit trop tard. Voilà. T'as parlé de révolution tout à l'heure. J'aimerais qu'on parte un peu, qu'on voyage un peu dans le passé, dans l'histoire. Je sais que c'est un truc qui te botte pas mal. Du coup, on va s'intéresser à comment on en est arrivé au système dans lequel on est, quel en a été son point de départ, ou en tout cas un de ses points de départ. Voilà, on va voir ça ensemble. Retour dans le passé. Donc on va commencer ce point par la lecture du coup du passage du livre donc qui dit: À gauche comme à droite, on envisage régulièrement d'interdire l'école à domicile. Au motif que cette désocialisation volontaire est destinée à soumettre l'enfant à un conditionnement psychique, idéologique ou religieux, et qu'elle doit donc être, au minimum, soumise à un contrôle de professionnels agréé par l'éducation nationale. Vous devriez le savoir à présent. Seul le conditionnement de Big Brother est légitime. Donc je voudrais qu'on fasse le lien entre ce que je viens de lire et l'histoire qui nous a amené en fait au système actuel, dans le sens où avant il y avait l'État et le clergé qui étaient liés l'un à l'autre, et donc l'éducation se faisait par le biais de cette liaison en fait. Il y a eu un moment donné où il y a eu une scission entre les deux, et qu'il s'est passé d'autres choses aussi. J'aimerais que tu nous en parles un peu plus. Alors, si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Là, tu mets le doigt sur donc, la séparation de l'Église et de l'État, qui serait donc le facteur principal du début de ce qu'on va appeler le schisme entre deux mondes, en fait, hein, au final, hein, qui avant cohabitaient dans la même société avec ses tensions, ses problèmes, ses défauts. Mais ils cohabitaient quand même. Mais il y avait, par-dessus tout ça, il y avait la spiritualité qui chapeautait le tout. D'ailleurs, t'es pas sans savoir que tout le monde rentre à la cathédrale par la même porte. Tous ces symboles-là visent à mettre tout le monde à genoux devant le suprême. D'accord ? Le seigneur, le boulanger, le paysan, tout le monde. Clac. Ça offrait un socle commun. Il y a un consensus historique, même les historiens de gauche le disent, que elle n'était pas forcément exempte de tout défaut, mais par contre, on ne peut pas nier son impact en termes de socle commun, de ciment de la société. 1789 arrive, donc, évidemment, on a toute notre team révolutionnaire qui se pointe à ce moment-là de l'histoire. On a du Danton, on a du Robespierre, on a du Rousseau. Je vous le dis d'avance, hein, pour ceux qui sont un petit peu aiguisés sur le sujet, je fais partie de ce qu'on appelle les contre-révolutionnaires. J'en suis plutôt critique, parce que pour moi la révolution ça a été un carnage en fait. On a mis à genoux le pays ce jour-là. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant quand on étudie vraiment cette révolution, et tous les gens de bonne foi pourront le dire, la révolution au départ c'est un consensus. Les gens, en général, en ont marre. Les gens veulent la révolution. La révolution, en 1789, elle est souhaitée par une majorité. On en est quasiment certain. Par contre, ce qui s'en est suivi, en 93, 94, ça y est, les révolutionnaires, ils se sont mis à dos tout le monde. Là, les gens sont en mode, bon... Stop, quoi. Stop. On voulait juste du pain. Là, c'est parti trop loin. Le mal a été fait, hein. Tant pis. Hein. Bon, jusqu'à ce que
Napoléon arrive et impose le concordat et tout ça, qui va pouvoir un peu remettre l'église au milieu du village, tout en le gardant quand même sous contrôle étatique, c'est important ça. Mais voilà, 1789, pour résumer, pour ceux qui le savent pas forcément, mais c'est massacre de prêtres à la chaîne, surtout pendant la Terreur, donc quelques années après. Expropriation des terres, des bâtiments de l'église. C'est-à-dire que, philosophiquement parlant, c'est une atteinte à un droit fondamental qui est la propriété privée. C'est-à-dire que dans leur esprit, à ce moment-là, ils ont estimé que on pouvait bafouer ça. Enfin, pour moi, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Hein. Si tu commences à faire des trucs comme ça... Tu remets tout en question. Bah oui, après tu peux faire ce que tu veux. Mais vraiment, tout. C'est l'anarchie. Tu peux rentrer chez quelqu'un, l'égorger, quoi. Au nom de la révolution. C'est ce qui va se passer, de toute façon. Au nom d'un idéal, on a fait tomber toutes les barrières morales, et t'en avais certaines qui, selon moi, et d'ailleurs le peuple français de l'époque l'a bien senti passer, on aurait préféré les laisser, ces barrières-là. Mais elles ont été soufflées par cette vague de révolutionnaires. À tel point que la société donc, s'est trouvée confrontée donc, à un mouvement révolutionnaire et à un mouvement contre-révolutionnaire. La Vendée, on a payé le prix, assez sévèrement d'ailleurs. Hein. Certains parlent de génocide. On ne peut pas encore historiquement acter que oui, c'était un génocide. Il y a les deux qui s'entendent. C'est-à-dire que oui, pour une partie des historiens, il y a eu un génocide. Pour d'autres, les plus contre, on va dire, la théorie du génocide, ça restait quand même une répression très brutale et sanguinaire en Vendée du mouvement contre-révolutionnaire. En gros, ils te disent c'est pas un génocide parce qu'il n'y avait pas l'intention de raser la Vendée, mais ça a été une boucherie. Bon. Dans tous les cas, c'est les atrocités d'une guerre civile. Il y a un consensus pour dire quand même que ça a été d'une violence inouïe. C'était terrible. Ils faisaient des chaussons en béton aux gens, puis ils les jetaient dans la rivière, et ils appelaient ça le mariage républicain. Tu vois. Donc tu prends un mari, sa femme, tu leur fais des bottes en béton, et tu les jettes par-dessus le pont. Voilà, mariage républicain. Tu vois, la République, et donc tout ça, c'est fondé quand même sur c'est régicide, hein, comme modèle. Hein. Ça s'est quand même bâti sur le sang, la décapitation et compagnie. Hein. On connaît tous la phrase de Louis XVI qui dit « J'espère que ce sang n'éclaboussera pas la France juste avant de se faire décapiter et tout. » J'avais pas la rêve pour le coup. Ah, bah voilà. J'espère que mon sang versé n'éclaboussera pas la France. Voilà, et ben, parce qu'à ce moment-là, c'est pareil, c'est quelques années après 1789 qui se fait décapiter. Et les gens, à ce moment-là, il y a une grande partie du pays qui est en mode ouais, les gars, pas besoin de le tuer, tu vois. Tu vois, il y avait vraiment cette ambiance de ouais, les gars, c'est bon. C'est bon, ouais. On arrête, on a ce qu'on voulait, on se calme. Et voilà. Puis... Mais en fait, ils ont été pris par une espèce de folie des grandeurs meurtrières. Ils ont complètement perdu les pédales, notamment Robespierre, qui aujourd'hui est défendu par certains députés. Donc, non mais quand même, tu peux, au début de son œuvre, on va appeler ça une œuvre, tu peux défendre certains aspects révolutionnaires et compagnie, oui, mais la suite, non. La ville d'Arras, tu es déjà allé à Arras, il y a le beffroi qui est sur la petite place des héros, ça s'appelle. À l'époque de la Terreur, quand ils ont commencé à couper des têtes dans les rues, là, il y avait du sang qui coulait depuis les guillotines qui étaient placées sur la place des héros, qui coulait jusqu'à la place du théâtre, le sang dans les caniveaux. Pour ceux qui n'ont pas visité Arras ou quoi, il y a une distance hein, quand même. Mais ils ont tellement coupé de tête à la chaîne, d'ailleurs la maison de Robespierre étant sur le chemin, pour l'anecdote, les caniveaux de la maison de Robespierre étaient gorgés de sang en fait. C'est un symbole, hein. Tu vois bien que le mec, bon... tout ce qu'il a fait après, je suis désolé, on peut pas défendre ce mec. Et là où je vais venir t'apporter un truc, je pense que tu n'as pas connaissance. La religion étant démolie par les révolutionnaires, expropriée, tuée, mis au banc de la société, très violemment, hein, alors que la population avait quand même un respect et un soutien à leur clergé, tu vois, c'est le prêtre du village, c'est celui qui baptisait les enfants et compagnie, tu vois, qui, quand il le voyait et que les gamins étaient en mode, bah, il arrive quoi, Père Gérard, pourquoi la tête, elle est plus là C'est hyper violent, tu vois, la population était un peu perdue à ce moment-là, ils étaient dans le désarroi. Robespierre s'est dit, c'est d'ailleurs assez étonnant que ce soit un révolutionnaire qui l'admette,
que la religion avait quand même cette forme de ciment social nécessaire à la bonne santé d'une société. Qu'est-ce qu'il fait pour pallier à ça? Eh ben, il a décidé de créer sa propre religion. Le fameux... Le culte de l'être suprême. Voilà. Autrement appelé le culte de la raison. D'accord. C'est un culte basé sur... c'est très étrange. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas duré longtemps. C'est un culte laïque. Tu vois? Très cartésien, du coup, j'imagine. Très cartésien, très individualiste. De l'être suprême. Ton être. Ah, c'est ça l'être suprême, d'accord. Ouais. Ni clairement, de mon point de vue, c'est diabolique, hein, je te le dis. Bah, je me doute. Clairement. En gros, c'était ni Dieu ni maître. Tu vois? Truc que beaucoup d'idéologues aujourd'hui mettent en bannière Twitter, ni Dieu ni maître, YOLO. D'ailleurs, si je me trompe pas, hein, je crois que c'est l'un des dogmes principaux du satanisme. Oui, dans leur livre avec le book qui est comme ça. Là, bien machin, sûr, potentiellement. C'est genre, tu fais ce que tu veux, personne ne te dit ce que tu dois faire, ni mais Dieu ni maître. Au-delà de ces considérations purement religieuses, ni Dieu ni maître, ça nous renvoie quand même à cet individualisme exacerbé. C'est-à-dire que tu te prends pour qui? Il n'y a plus de place à l'humilité. C'est genre... Je suis ce que j'ai envie d'être, je suis tout puissant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Si j'ai envie de tuer quelqu'un, je le fais. Si j'ai envie de faim, je le fais. Philosophiquement, ça pose la question de comment faire société en partant de ce principe-là. C'est quand même compliqué, parce que la société, c'est tout un lot de compromissions que tu t'imposes pour faire société, tu vois, c'est normal. Bon, de toute manière, ça a duré quelques années, et la population n'a pas pris, en fait. Ils étaient en mode, mais déjà, ça sort de nulle part. Ça ne repose pas sur des fondements qui ont 4000 ans d'histoire et compagnie, ce qui justifie les trois monothéismes, en fait. Hein. La Torah, le Coran et la Bible et tout, c'est que c'est des trucs très anciens, qui n'ont pas bougé et tout, donc il y a une certaine crédibilité qui en émane, pour les croyants, en tout cas. Là, ce truc-là, républicain, voilà, ça a bidé, ça a floppé, mais bon, ça a bien montré que Robespierre était quand même d'accord avec cette idée que c'est nécessaire au ciment d'une société. Si même Robespierre le pense, ceux qui aujourd'hui viennent nous dire que, je pense à ça avec les sociétés multiculturelles, là, c'est pas un doigt qu'ils ont dans l'œil, ils se sont envoyés tout l'avant-bras dans l'œil bien profond, parce que le père de leur idée révolutionnaire lui-même a dit ça va pas, il nous manque ça, il faut qu'on le mette, on va créer ça. Si même lui le reconnaît, voilà. Donc voilà un peu pour la révolution, et donc ce qu'a fait Robespierre à la religion, et ce qu'il en a pensé, parce que du coup tu vois bien qu'il a mis en place tout ça pour... Voilà. Donc je me répète, tout ça pour dire qu'au final, aujourd'hui on vit une époque où la religion, malgré le concordat de Napoléon, qui est revenu pour un peu réintégrer l'Église dans la société, tout en la gardant quand même sous contrôle étatique. Aujourd'hui, on en est plus proche aujourd'hui que ce qu'a été post-1789, où ça a vraiment été une ablation totale de la religion. Là, aujourd'hui, on en est plus... c'est contrôlé par l'État, c'est régi par des lois. Très bien. Cependant, ça allait encore relativement bien, jusqu'à récemment, au niveau de la cohésion nationale. Cohésion nationale qui a des avantages, pour notre quotidien à nous tous, qui sont, par exemple, l'exemple le plus courant et le plus récent qui me vient, là, c'est quand on a gagné la Coupe du Monde, 2018. Là, on l'a senti, là. La cohésion nationale, c'était fou, quoi. Ouais, ça faisait un bien fou. Ouais, oui, carrément. Tu te souviens cette ambiance dans les villes, dans les cafés? J'étais en plein Lille. C'était tout mélangé. Il y avait plus de cultures différentes. C'est ça. On était juste tous ensemble. Allez les Bleus. C'est ça. Et ça, c'est unis sous une même bannière. Quoi. Ça, selon moi, c'était l'intérêt de ce qu'on a appelé le roman national. Alors, mes contradicteurs de gauche diront. Le roman national, c'était un moyen de maintenir l'oppression et de justifier... Bon, ok, pourquoi pas. Quid du roman national, on l'a dégagé. Est-ce que c'est mieux? J'ai plus l'impression que c'est pire qu'avant. Parce que, vraiment, cette sensation qu'on avait à la Coupe du Monde 2018, c'est un truc qui est... T'as l'impression que tu pourrais tout faire, en fait. T'as l'impression que le pays est invincible. Mais c'est ça. Et puis... Tu sais, tu peux sortir le soir
en boîte, en étant bourré et tout, tu dis, ambiance 2018, victoire de la Coupe du Monde, il va rien t'arriver. Oui. Ta fille, elle peut sortir le soir, il va rien t'arriver. Parce qu'en fait, Kylian Mbappé, tu vois, je veux dire, à un moment donné, c'est terminé. Tout le monde dans la rue, il y a un espèce de truc qui galvanise tout le monde, et tu vois, je sais pas si demain il y a une agression qui commence à se lancer devant, alors que la foule elle est en mode Mbappé, on va dire ça comme ça, mais non, en fait, l'agresseur elle va se faire éclater, il y aura pas de, tu vois, je sais pas comment dire, mais il y a une espèce de tissu sociétal qui se resserre comme ça, et qui se dit putain, on est français, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ça c'est hyper important pour n'importe quelle nation en réalité. C'est un peu le bon côté du fait d'être chauvin, quoi. Mais c'est ça. Et t'en as qui vont te dire, parce que je les connais, mes contradicteurs, je les vois déjà au bout de la table, ils vont me dire, ouais, mais c'est ces sensations-là qui ont poussé les guerres et tout. Pourquoi tomber dans l'extrême directement? Tu peux toujours faire preuve de parcimonie, tu peux avoir ce truc-là pour une compétition de football, hein, on en rappelle, tu vois. Sans en arriver à dire, bon, bah, faut envoyer une bombe nucléaire sur Londres. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un monde entre deux. Et je pense qu'on peut essayer de tendre vers ce juste milieu. Mais pour moi, c'est faux. C'est pas ce tissu sociétal, comme tu dis, qui soude les gens entre eux, qui crée les guerres. Pour moi, les guerres elles sont créées à cause d'un seul homme ou d'un seul État. Qui a des intérêts économiques ou territoriaux, etc. Oui, derrière, en fait, c'est eux qui démarrent ça, je veux dire, tu vois. Oui, qui démarrent, mais par contre, pour faire leur guerre, ils ont besoin d'un tissu social serré. Mais je pense qu'ils s'en servent. Ouais, donc oui, je vois ce que tu veux dire. Parce que tu peux pas lancer une guerre aujourd'hui en France. Combien de micro-trottoirs tu vois où les mecs sont au-dessus de batterie? Je me battrais pas bah non, moi je retourne au bled, ou bah non, moi je suis breton, du moment que la Bretagne n'est pas attaquée, je m'en fous. Bah, tu vois, tout le monde est en mode, vu qu'il n'y a plus de tissu social serré, oui, ouais, c'est vrai, tout le monde, et du coup tu court-circuites l'idée même de faire une guerre. En fait, ils peuvent plus compter sur le peuple, puisque le peuple lui-même ne veut plus se battre pour la France, il y a plus de... Dis-toi que même en Ukraine c'est compliqué. L'Ukraine c'est une guerre, machin. Ils sont obligés d'aller... Au début, il y avait cette nation, parce qu'ils se sont retrouvés derrière l'agression. Ils se sont dit... Attends, on est ensemble les mecs, on vient de se faire attaquer là. Donc tu vois, ça rassemble direct, clac. Donc tout le monde se chauffe, mais même avec cette galvanisation due à l'agression, tu vois bien que ça a quand même ses limites. C'est-à-dire que là, ils sont obligés d'aller choper des mecs dans les rues, de les envoyer dans des camions et tout. Enfin bref, aparté, mais il faut que cette guerre cesse le plus vite possible, parce que là, c'est un enfer. Entre les Russes qui sont envoyés par... notre Poutine qui en a à peu près rien à foutre de leur avis, et puis de l'autre côté Zelensky qui est tellement il prend de l'eau de toutes parts, il envoie des mecs chercher des pères de famille en mode allez, non, des deux côtés il faut qu'ils arrêtent là. C'est tout, il y a eu trop de sang, là l'urgence là, c'est de trouver une solution, tout de suite on arrête. C'est pour ça que Donald Trump, ce qu'il fait, ça peut paraître violent et véhément, mais en attendant, je pense qu'il va sauver plus de vies en faisant ce qu'il fait que nos Européens là qui sont en mode la dignité de l'Ukraine, c'est eux ils se patochent dans du sang, enfin bref, c'est l'enfer. Tu me fais plaisir en utilisant ce mot là. Oui, mais non, mais c'est un. On va y revenir après, la dignité. Ouais. Donc bref, là on a digressé pas mal parce qu'on parlait de donc le tissu social voilà qui règne aujourd'hui en France et qui est pour moi troué de partout, tu vois, t'as du mal à... C'est du pain béni pour le système tout ça. Tu vois. Et malheureusement les plus révolutionnaires d'entre nous Français aujourd'hui sont des gens qui se battent pour la Palestine. Tu vois. Donc déjà de base ils ont rien compris sur comment est-ce que tu veux aider réellement la Palestine. En fait, tu vas le sauver comment, là, la Palestine? Ton pays, il est nul, géopolitiquement. Ton pays, il est nul. On n'a aucune colonne vertébrale idéologique en Europe. Enfin, je veux dire, ce qui aiderait 10 fois plus la Palestine demain, ce serait un peuple uni, français, fier de ses valeurs, derrière lequel... on tape du poing sur la table au niveau géopolitique et on dit les termes, tu vois. On se bouge, parce que je connais beaucoup de droitards en France qui... Bon, moi, mes amis et tout, dans l'idéal, ce qu'on cherche, c'est qu'il n'y ait pas de mort, en fait. Ouais. Donc Israël, ils ont beau faire ce qu'ils veulent pour leur sécurité et compagnie. Moi, je vais te dire, une France forte,
t'inquiète, on dit à Israël, t'inquiète, on va s'occuper de ta sécurité. Par contre, t'arrêtes 2 secondes. Là. Les missiles et tout, tu poses. Hein. On va envoyer une armée de métier française faire les choses comme il faut. On va pas raser des régions complètes. On va te sortir de la merde, et les Palestiniens, on leur donne ce qu'ils veulent. Comme ça, ils ont plus de raison de justifier leurs actes. Tu vois ? Mais ça se fera jamais à l'heure actuelle en Occident, parce qu'en Occident, on est peuplé de vipères, de mecs qui sont là... tu vois, on reparle du bateau qui prend pas de virage à droite ni à gauche. Mais c'est pareil pour la Palestine. Ils n'auront pas d'aide de notre part tant qu'on est bloqué dans cette espèce d'immobilisme de technocrates à la con, là, qui ne servent à rien, en réalité. Je veux dire, ça fait 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant qu'on est sous Macron, donc moi je suis pas là pour parler des gens en tant que tel, tu vois, Macron, je m'en fous, ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être Bayrou, machin. Tu vois, je m'en tape, mais juste pour dire, ça fait 7 ans qu'on est dans le milieu, l'entre-deux, le tout en même temps, on voit bien qu'en fait ça ne fait rien, le tout en même temps, il n'y a rien, c'est juste une longue mort nulle. Ça fait que décroître. Moi, justement, le bilan du mec, on peut pas le défendre, tu vois. Et dans ce bouquin-là, il y a cette idée aussi que le peuple est spectateur d'un long déclin, mou, mais qu'en fait, on les conditionne limite à l'accepter. Ah, je pense qu'on pense au même passage là. Parce que le mot milieu, justement, il est utilisé dans un des passages où il dit que la révolution, elle appartient à une époque qui est révolue, parce que le citoyen moyen en France, il est justement dans ce milieu et il pense pouvoir faire bouger les choses en étant assis dans son canapé, en regardant la télévision, en se disant il y a quelqu'un qui va venir, mais ce quelqu'un sera toujours une espèce de maître. Il emploie le terme messie, mais pas au sens religieux. Homme providentiel aussi. Ouais, voilà. Et il dit qu'en fait, ça n'arrivera jamais, parce qu'en fait, tout le monde pense comme ça. Mais bien sûr. Ils ont conditionné tout le monde à penser comme ça. Donc en fait, on espère que les choses vont changer sans rien faire, en fait. Ah oui, bah bien sûr, mais ça c'est tout le problème. Et c'est là qu'on se retrouve dans l'immobilisme le plus complet, en fait. La démoralisation et compagnie. Et c'est pour ça que toi et moi, on fait partie de ces gens qui... des rabat-joie. On arrive, on dit les choses, on fait prendre conscience à certaines personnes, on les renvoie à leur existence et tout. Voilà, c'est des discours que tu n'entends pas, parce que c'est tout à fait contraire au maintien du système dans lequel on est. En même temps, c'est pas évident d'avoir cette position-là, parce que... Enfin, je sais pas, toi, comment tu le vis. Des fois, je me sens un peu hypocrite, parce que je me rends compte de tout ça, et je le dénonce, sans faire non plus le moralisateur, tu vois, mais je dis aux gens, bah ça, voilà, machin, admettons, on va prendre l'exemple de la nourriture, il y a du sucre partout, ça fait partie de la dépendance, de manière générale, que ce système nous impose. Ils en mettent partout, on est addict, on bouffe n'importe quoi, on chope des maladies, on fait fonctionner le système, en fait. Les pharmacies, l'industrie pharmaceutique, tout ça, pour moi, ça fait partie d'un... Sans être complotiste, attention. Hein, au-delà d'une volonté de faire fonctionner le système, il y a surtout un vrai gain pour les... Parce que ça coûte moins cher, c'est plus rentable et compagnie. Mais voilà, mais pourquoi expliquer alors, comment expliquer que les produits bons, en tout cas meilleurs en termes de qualité, où il y a moins de pesticides, moins de sucre, moins ceci, moins cela, il y a moins, mais ça coûte plus cher. Et justement, je pense qu'ils savent pertinemment que... Moi, je pense que les coûts de production sont plus élevés. C'est juste ça. Je sais pas, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est pas logique. Pour moi, de mon point de vue, je pense que c'est fait pour faire fonctionner un système. Sans parler de complotisme ou quoi que ce soit, je suis pas, tu me connais, je suis pas complotiste. J'ai mes idées aussi par rapport à la foi chrétienne, mais je ne suis pas complotiste, je le répète. Mais je pense que tout ça fait partie d'un système, parce qu'il faut bien faire fonctionner le pays, surtout qu'on est surendetté. Donc il faut que ça brasse, quoi. Donc pour moi, ça fait partie un peu d'un espèce de plan, en fait, c'est prévu. Bah moi, je pense pas que ce soit un plan dans le but de faire mal, mais que c'est un plan purement budget, en fait. C'est-à-dire que c'est ça. Tu planifies ta production agroalimentaire, tu tires les tarifs vers le plus bas, tu auras plus en plus de merde dans ta bouffe, parce que ça coûtera moins cher à entretenir, à faire pousser, à conserver et compagnie. Et c'est là où tu te retrouves avec des prix du marché bas. Mais c'est là où tu te retrouves avec le plus de perturbateurs endocriniens et compagnie. Mais ils ferment les yeux volontairement sur ce que ça va créer chez les gens, sur la santé des gens. Ah mais oui, c'est dans ce sens-là, je dis pour moi c'est prévu. Ils savent, mais ils s'en tapent. Bien sûr. Parce que le but c'est de rapporter un maximum d'argent. Je sais pas si le but c'est de rapporter de l'argent avec la maladie des gens. Non, mais déjà par le produit, mais après je pense que
ils sont pas idiots. Nous, à notre niveau, enfin, je suis déjà capable de me dire que oui, on sait que les gens vont être malades, mais on ferme les yeux. S'ils sont malades, ça va être quoi la suite? La suite logique, d'après toi. Oui. Okay. Et forcément, ils vont aller chez le médecin. Le médecin va leur dire, bah, faut aller à la pharmacie, monsieur. Ils vont acheter des médicaments. Et là, l'industrie pharmaceutique, elle brasse. Et tout ça, ça rapporte du fric. Ouais, enfin, ça, c'est ma vision des choses. Communicant, ouais, voilà. Logique, ouais. Donc, je ferme la parenthèse, mais ce que je voulais dire, c'était que c'est pas évident d'avoir cette position-là vis-à-vis des autres parce que on vit dans ce système et on profite aussi à certains moments du système qu'on dénonce, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, j'ai un peu l'impression d'être hypocrite dans le sens où je me dis, ouais, mais les gars, ça, faut pas faire ça. Parce qu'en fait, admettons, on perd du temps, ou parce qu'on bouffe mal, ou parce que ceci, parce que cela. Et moi, bah, ça m'arrive des fois de faire des écarts. Parce que je suis pas un surhomme non plus, tu vois. J'ai grandi dans ce système-là. Il y a des fois, je sais pas, admettons, t'es fatigué, t'es rincé, machin. Je reprends l'exemple de la bouffe. Tu sais qu'un sneakers, je sais pas, admettons, ça représente je ne sais combien de sucre. Tu sais que ça va pas être bon pour ta santé. Tu dis, ouais, vas-y, c'est bon, ça me saoule. T'as besoin de te faire plaisir, tu le prends, tu le bouffes. Alors tu sais que c'est pas bon pour ta santé. Bon, je sais qu'un sneakers isolé sur 2 semaines de temps, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est pour l'exemple, tu vois ce que je veux dire. Des fois, je m'en veux un peu de dénoncer un système dénoncer un système alors que je consomme aussi un peu ce système, tu vois. Oui, mais après, c'est normal. Tu peux pas lutter contre ça. Et t'es pas hypocrite dans l'idée où... Moi, je pense que si tu veux, on va dire, commencer à avoir espoir que quelque chose s'enclenche, il faut déjà que les gens les conscientisent. Ouais. À partir de ce moment-là, oui, on pourra se dire, ah là, j'ai foiré, j'ai pris mon sneakers. Là, à l'heure actuelle, on s'en fout. De toute manière, à l'heure actuelle, l'objectif premier, avant de commencer à réfléchir à autre chose, c'est que les gens soient conscients. Donc tant que les gens sont pas conscients, ton sneakers, tu peux le manger. Après, une fois que tu auras un terreau fertile à un changement de système, là tu pourras te dire, oh putain, j'ai foiré, il y a le terreau qui est fertile et tout le monde est en mode, on va faire quelque chose et moi je bouffe mon sneaker. Ouais. Mais là pour l'instant, enfin on met des coups d'épée dans l'eau, tu vois, je veux dire... Oui. Mais on fait notre part, on en revient... voilà, toi t'as ton côté chrétien qui fait que tu fais ton job sur ta vie terrestre et puis bah... Moi, je fais ce que je peux à ma hauteur pour mes descendants. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, du coup, par rapport à la scission de l'État, de l'Église, etc., quand j'y réfléchissais, quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, ça m'a fait penser en fait à une conversation qu'on avait eue, où on se disait que le système aujourd'hui a fait en sorte que de redéfinir en fait les valeurs de la société sous couvert de certains grands mots qu'on va brandir à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi, notamment la dignité et la bienveillance. Ils vont redéfinir ces choses-là pour fracturer en fait le peuple et les monter les uns contre les autres. Oui. C'est-à-dire que ceux qui, à mon sens, ceux qui vont accepter cette redéfinition de la dignité et de la bienveillance, ils vont être contre ceux qui vont être présentés comme des conservateurs, en gros, et qui vont vouloir garder les définitions originelles, on va dire, de ces deux mots. Par exemple, je sais pas, on va dire, sous couvert de dignité, aujourd'hui, on va donner des PlayStation 5 ou des télés, etc., à des prisonniers, alors que c'est des criminels. On leur donne des repas gratuits dans les jardins de Versailles, alors que c'est des criminels, sous couvert de dignité. Parce sous couvert de dignité, on va envoyer des milliards d'euros à l'Ukraine pour continuer le bain de sang. Tu vois. Exactement, alors qu'en France, ça va absolument pas, qu'il y a des gens à sauver aussi en France. Enfin, après, j'entends que... Non mais tu vois, le mot dignité, il est vecteur de tout ce que tu veux, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça le problème, en fait. Ouais. C'est que ça crée, justement, là, on est en plein dedans, toi et moi, on pense ça. Il y a des personnes qui vont dire, bah ouais, mais non, mais c'est normal et tout. Et en fait, on va pas être d'accord. On va avoir en gros un conflit d'idéologie, on va dire. Et ça crée un peuple, en fait, qui est fracturé. Et tu m'avais parlé une fois d'un homme, je vais te laisser continuer, du coup, qui
qui avait dit avoir fait ça de mémoire exprès en fait. Que tout ça est volontaire pour pouvoir manipuler les masses en fait. Il s'appelle George Soros. Non, c'est pas lui. Si. C'est pas un autre que tu m'as dit tout à l'heure? Ouais, mais il s'est inspiré du livre de Karl Popper. Ah voilà, Karl Popper. Open Society. Ouais, voilà. Mais en fait, ouais, George Soros l'a dit lui-même, qui est l'un des plus grands lobbyistes européens, hein, une fortune monumentale. D'ailleurs, son fils a repris les rênes derrière et ils ont cette même école de pensée. Aujourd'hui, le monde occidental appartient à des globalistes, surtout en Europe. Aux États-Unis, c'est fini là. Là, les globalistes, ils sont un peu comme ça. D'ailleurs, je suis étonné de ce qui se passe aux États-Unis. Moi, je suis ça de près parce que je me demande comment c'est possible. Ils ont tenté de l'assassiner une fois. Bon. Putain, ils ont dû être dégoûtés. Quand ils ont raté, là. Enfin, bref. Mais tu vois, je me dis, comment ça se fait que cette oligarchie toute puissante qui est là depuis des lustres, elle laisse faire ce qui se passe là. J'ai l'impression que soit ils sont en train de préparer leur coup, soit vraiment les États-Unis ont réussi à se sortir de ça. Mais je sais pas, je reste suspicieux. J'ai l'impression qu'ils nous préparent quelque chose. Parce que c'est trop beau pour être vrai. Enfin bref. L'Occident aujourd'hui, donc européen, il appartient aux globalistes. D'ailleurs, à tous nos amis détracteurs de gauche, il n'y a rien de plus raciste au monde qu'un globaliste. Mais vraiment. Un globaliste, c'est tous ces mecs qui sont pro-immigration et compagnie. En réalité, c'est eux les plus gros racistes. Parce que dans leur logiciel de pensée, les globalistes, qui sont tous des descendants indirects ou directs de George Soros et de son idéologie, et donc de Karl Popper, qui avait le mérite d'avoir écrit un bouquin pour arrêter les guerres mondiales. Ben, aujourd'hui, son écrit est dévoyé pour faire autre chose, une autre société. Ou alors peut-être que Karl Popper pensait à ça, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on est face à des gens qui, dans leur logiciel de pensée, estiment que toute nationalité doit être gommée afin d'uniformiser le marché. Ça, c'est la vraie... la vérité derrière, c'est ça. C'est l'argent, de toute manière. Les globalistes... Ça a toujours été. Les globalistes ne fonctionnent qu'à ça. Et l'uniformisation du marché, c'est un Eldorado pour tout ce qui est économique. Et donc ça passe par quoi? Ça passe par un gommage culturel. Ou du moins pas un gommage, mais une répartition globale. Tu vois, c'est-à-dire que ils aimeraient bien que les peuples, tous distincts, les Allemands, les Français, les Anglais, les Portugais, les Espagnols, les Saoudiens, les Marocains, les Algériens, tout ce que tu veux, laissent tomber leurs coutumes et leurs frontières et vraiment leur place forte pour se diluer toutes et tous un petit peu les uns avec les autres, sous couvert d'un mouvement humaniste. Tu vois, c'est comme ça qu'avance George Soros et l'Open Society de Karl Popper. Ils appellent ça donc la société multiculturelle, sauf que la société multiculturelle implique une société multiconflictuelle, par nature, parce que malheureusement les hommes sont ce qu'ils sont. Et on en revient à la philosophie de base, où j'ai tendance à me méfier des hommes, et certains sont en mode, bah non, l'homme c'est une page blanche sur laquelle tu peux écrire ce que tu veux en fonction de son vécu. Bon, y a un peu de vrai dans les deux, moi je pense, mais je pense un petit peu plus sur l'autre quand même. Et de toute façon, quand on regarde l'histoire de l'humanité, on constate que bah voilà, non mais c'est ça. Il n'est pas bon des bases, et en fait, tu vois, mauvais. Bah voilà, c'est ça. Et en fait, moi, tu vois, même l'idée de Karl Popper en soi, je suis pas... Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que les autres ne se plient pas à cette règle. Et j'ai pas envie d'être le con de l'histoire qui me plie tout seul à cette idée, à cet idéal, et me faire défoncer, en fait. Parce que c'est ce qui va se passer. La réalité, elle est là. Et ça, c'est ce que les mecs de gauche, souvent, veulent pas entendre. C'est que la réalité, c'est ça. C'est que nous, dans notre grande bienséance, on va essayer, on va se plier, on va foutre en l'air nos traditions, nos religions, nos trucs, en pensant que les autres vont le faire aussi. Mais on voit bien que c'est pas le cas. Et d'ailleurs, ils utilisent nos propres faiblesses en armes. Contre nous, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet qu'on entend tout le temps parler à la télé, c'est l'islamisme et machin, et trucs. Donc pour certains, c'est ça le racisme, de dire que tu parles d'un truc, du coup, t'es raciste. Bon, bref, chemin de pensée un peu simplé, mais bon. La réalité, c'est quoi? C'est que les mecs ne s'en cachent même pas. Ils le disent en interview dans leur pays. Je vous invite à les regarder. Il y en a plein, des idéologues de l'islamisme, tout simplement, qui le disent. Ils disent l'Occident,
on va jouer sur leurs faiblesses. C'est-à-dire que on va faire passer leur refus d'accepter des trucs islamistes en étant du racisme. Parce qu'ils sont dans une idée de... Il faut inclure tout. On doit accepter tout le monde. Voilà, la bienséance, bienveillance, tout machin, on revient au terme... et voilà. ils l'ont très très bien compris. Et les petits trucs qui peuvent paraître futiles, du style la baya à l'école, ou pour le Twitter, le DZ de Twitter de base, il comprend pas. Tu vois. Et en mode, c'est des racistes. Il a pas la sous-lecture derrière, qui est juste un pas de plus. Un pas de plus. Pourtant, un faut pas pas, de plus. faut pas, un pas de plus. faut pas être, avoir un QI supérieur à la norme pour comprendre que la baya c'est un signe ostentatoire en fait. Oui, mais au-delà de ça, Moi c'est ça qui me rend fou. En fait. eux, dans leur logiciel de pensée, ils partent du principe que, ostentatoire ou pas, on s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. Ah bah ouais, mais dans ce cas-là, nous, on parlait de la croix la dernière fois que tu portais sur la première vidéo. Mhm, Je me souviens quand on était en formation, à un moment on t'a fait une remarque par rapport à ça. mhm. Pourquoi te faire une remarque par rapport à ta croix, qui est d'abord, elle était même pas cultuelle mais culturelle, Mhm. puisque liée à l'histoire de France, etc., avec les fleurs de lys. Pourquoi t'embêter avec ça et pas embêter quelqu'un pour un abaya? C'est là on arrive au multi-conflictuel. L'homme par nature va souvent avoir tendance à avoir midi à sa porte. Donc tu ne pourras pas faire en sorte que tout le monde fasse ce qu'ils veulent sans que ça heurte la volonté des autres. C'est impossible. Normalement, c'est le principe de la laïcité. En Mais lieu la laïcité public, aujourd'hui elle est dévoyée. Ben voilà, mais Ils pourtant ils disent que non. Ils utilisent le principe de laïcité pour justifier les abayas. Hein. On en est arrivé là. Bref. Et donc... Je sens que cette vidéo va prendre un tournant Mais non mais tu vois bien terrible. tu On vois va bien être censuré. on arrive sur les limites de la cohésion en fait. On peut pas... en fait, la cohésion, ça implique un minimum de rigueur. Pour consolider quelque chose, tu es obligé d'imposer des choses. Eux, ils veulent consolider tout sans imposer rien. Mais ça, avec la nature profonde de l'homme, ça n'ira jamais. Ah non. C'est soit tu auras une communauté qui prendra le dessus sur les autres, ce qui a été le cas dans toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, mais ils veulent nous faire croire que ça va changer demain. J'ai vu la cérémonie des Césars, là, c'était hier. Ce monde... Non mais ce monde bobo culturel, là, mais eux, mais Ils rendent fou. Hein. mais ils vivent dans quoi? Ils ont... tu vois. Mais ils ont une réalité qui est pas la nôtre. Mais aussi. oui, Eux, mais- ils vivent à part. Et C'est puis, comme. ils prennent des exceptions pour confirmer la règle. Ouais, non. Mais c'est infernal. Eh oui. C'est infernal. Ils réfléchissent avec des chemins de pensée individualistes et ils l'appliquent à 70 millions de personnes. En mode, bah, c'est pareil. Non! Non! Mais ils comprennent pas, tu vois. C'est un truc de fou. Là, le film qu'ils ont trouvé, enfin, qu'ils ont mis en Oscar du meilleur film de l'année, c'est l'histoire de Souleymane, je sais pas quoi, là. Avec Souleymane, Omar là. Sy. Non, même C'est pas, pas je sais celui-là pas. C'est Souleymane, enfin, bref, c'est un mec qui était sous OQTF. Mais vraiment, hein, dans la vraie vie. Et c'est un livreur Uber, machin, je sais pas quoi. Et en fait, ils ont fait un film sur lui et ils l'ont acclamé en mode. Mais tu vois, c'est tellement démago. Tu vois, t'es en mode, mais les gars, ok, bravo. Franchement, ce mec doit être top, sans doute. Ouais. Mais c'est pas parce qu'il existe qu'on doit justifier 500 000 ou 1 million par an de. Et surtout quand on voit les réalités des OQTF, de ce qu'ils font Mais c'est pour ça. les 3/4. C'est ça. On peut dire ce qu'on veut, à chaque fois, ils Mais se déjà- passent des dingueries et personne ne mais fait voilà. rien. Et leur pays veulent pas les reprendre et on se retrouve avec des ressortissants. Enfin, c'est. Et tu vois, t'en es là et t'es coincé en fait. T'essayes de dire ça, de le crier au monde, et en parallèle de ça, t'as l'espèce de bâton au-dessus de ta tête en mode. Et dis donc, t'es un partisan d'Adolphe. C'est ça. T'es en mode, mais quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport. C'est juste du bon sens en fait. Mais c'est du bon C'est sens. ça. En fait, moi, comme je dis tout le temps, j'ai aucune, et je le précise d'ailleurs dans cette vidéo, au cas où on serait, je sais pas, regardé par quelqu'un qui serait mal intentionné, et je sais que tu es d'accord avec moi, peu importe la culture de la personne qui vient en France, moi ça m'est égal. J'ai rien contre personne. Juste, si tu viens en France, j'attends de toi que tu fonctionnes comme tout bon français, que tu travailles, que tu respectes les gens, que tu fasses fonctionner le pays tout simplement. Tu te comportes à Rome comme. Et comme les Romains, voilà. Voilà. C'est ça, on ne demande pas d'adhérer forcément par exemple à la religion qui a régi notre nation depuis le Moyen-Âge, enfin puis maintenant, mais
on demande pas de changer de religion ou quoi que ce soit. Le principe de laïcité, c'est fais ta religion chez toi, personne ne te l'interdit. Non, mais il est arrête de urgent. casser la tête à tout le monde, quoi. Il est urgent qu'on retrouve un socle commun. Aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. Parce que l'absence de socle commun ne fait que diviser davantage et davantage et davantage. Et même pour les migrants, ce serait mieux pour eux qu'ils rejoignent un pays avec un socle. Ils savent au moins. Si je veux devenir français, hop, tiens, t'as la notice. Là, aujourd'hui, c'est quoi? Bah, rien, il y a Mais tout et rien. rien en fait. C'est le chaos. C'est un mélange. C'est un putain de bordel. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un putain de bordel. Aujourd'hui, t'as une immigration qui passe en Europe, qui est en mode, la France, c'est de la merde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas l'un des pays les plus envahis, même si j'aime pas trop ce terme. On est un pays de transit en réalité. Parce que les mecs, ils sont en mode, c'est pas ouf, tu vois. Alors que les États-Unis, les mecs qui arrivent aux États-Unis, ils ont qu'une chose, hein, ils se frottent les mains, ils sont en mode vite, il faut que je devienne américain. C'est trop stylé, américain. En France, c'est pas stylé d'être français. Les mecs, ils viennent, ils font les JO, ils mettent des mecs à poil dans des plats de légumes. Enfin, tu te dis qu'est-ce que. Non, mais je grossis le trait volontairement parce que tu vois que c'est des populations qui n'ont pas du tout cette culture-là, tu vois. Et ils arrivent là, ils voient ça, ils se disent ouais, bon. Tu vois. Et ça va pas non plus inciter les bons éléments à rester. Non, c'est sûr. J'avais vu un truc il y a pas longtemps. Ah non, là je déborde. On fera ça sur la dernière partie. Bref. Donc, tu vois, pour revenir juste à ce qu'on disait sur la cohésion sociale et puis l'absence de l'Église et tout, l'Église était un des vecteurs qui, effectivement, apportait un socle commun. Et pourtant, je dis ça en tant qu'athée. Mais je sais reconnaître l'utilité d'une institution ou d'une religion. Je pense qu'on vivait mieux le sentiment national quand il y avait une forme, enfin, une place d'église commune à tous les habitants. Là, on a ouvert la porte à tout et machin, donc on s'est dit que ça allait passer. La réalité, c'est que ça passe pas. On n'a plus d'identité parce que nationale. En fait. l'idéal républicain qui nous vendent tout le temps à la télé, là, personne n'en veut. Les mecs qui viennent d'arriver n'en veulent pas. Les mecs qui étaient là avant n'en veulent pas. Les seuls qui en veulent, c'est les mecs qui sont à l'Assemblée, quoi. Enfin, Et gouverner contre le peuple, ça va un moment parce qu'il est anesthésié, comme on disait au début. Mais je sais pas, peut-être qu'un jour, ça n'ira plus, quoi. Ou alors on restera dans cette boucle infernale constamment, tu vois. Avec des mauvaises énergies partout autour de nous, tout le temps, qui que tu sois. Que tu sois un mec fraîchement arrivé ou un gars là depuis 3 générations, il n'y a pas de vivre ensemble qui se passe très très bien, tu vois. Même avec toute la bonne volonté du monde. Les humains, c'est pas des valises que tu poses comme ça, vides, et puis tu dis voilà, maintenant vivez ensemble. C'est beaucoup plus compliqué que ça, un humain. Ça a une culture, des convictions, tu peux pas dire allez, hop, tout le monde dans le saladier, et puis on fait la fête. Tu vois. Voilà, je terminerai sur ça. Bah écoute, ça me va. Alors on a un peu dévié, mais en même temps c'est là toute la difficulté de faire une vidéo sur ce genre de bouquin. Bah oui. Parce que ça aborde tellement de thèmes que il y a des fois je disais ça on peut en parler, ça oui, et après je me retrouve avec une liste longue comme le bras. Donc là en fait on a abordé plusieurs points en un seul. Donc en même temps c'est bien, ça fait un long point, mais ça écourte en même temps le nombre de points à aborder. Alors, le prochain point, je vais te demander de le faire parce que je rêvais de t'entendre parler de ça sur cette vidéo. Accrochez-vous, hein, je vous préviens, mais va falloir le faire de manière assez synthétique parce que là, clairement, sinon ça va partir en live. Ouais, je vais essayer d'être calme. Ouais, donc on se retrouve tout de suite pour ce point sulfureux. Sulfureux. Donc, en page 114, que je vais vous lire tout de suite, il est question d'une... bon, je te le donne en mille, d'une France communiste. Ah D'accord. Bah, c'est où? Alors, une France communiste. Une France communiste, ouais, c'est ça. C'est bizarre, parce que ça existe, ça. Apparemment, en tout cas, moi, quand je l'ai lu, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais attends, il a pas tort, en fait. Ah ouais, tu trouves? Ouais, mais moi je... c'est dingue, hein.
J'aurais jamais cru, quoi. Mais moi je connais pas autant que toi, tu vois, tout ça, la politique et Ouais. tout, je m'y intéresse un petit peu, mais j'ai pas autant de connaissances que toi. Mm. Moi je suis plus axé religion, foi, Dieu, tout Oui, ça. C'est pour oui, ça que j'ai oui. fait une vidéo sur le système avant que vous avez regardé en partie, donc déjà merci. Et là c'est vraiment ta partie à toi, quoi. Donc le texte dit: Les médias qui ne sont pas directement aux mains de l'État sont tout de même financés par l'État. En particulier, les journaux à l'histoire la plus noble, les amis de Pol Pot, de Mao, de Staline, comme Libération, l'Humanité ou Le Monde, qui ont soutenu les plus sympathiques régimes de l'histoire contemporaine. C'était une autre époque, dis-tu. Tu crois qu'ils ont fait amende honorable? Dans les faits, tous continuent à prôner exactement ce que prônaient Pol Pot, Mao et Staline. Étatisme total, redistribution des richesses, contrôle de la pensée, révolution culturelle, lynchage des saboteurs. Grâce à eux, la France est mentalement communiste. Voilà d'où viennent les idées, les attaques et la ligne du parti. Eh ben écoute, j'ai hâte d'entendre ce que t'as à dire là-dessus. Te connaissant. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas relancer un rush? Allez, vas-y, on relance la ruche. Bon, alors, aujourd'hui, je vais tout de suite poser une base. Si vous êtes contre la propriété privée, bah déjà on sera pas d'accord. Donc à partir de là, tout le reste de mon argumentaire, de base, vous êtes contre la propriété privée. Donc ça sert à rien d'en discuter, vous ne voulez pas que les gens possèdent un truc qui leur est propre. Très bien, au moins c'est clair. Et d'une certaine façon, j'ai presque envie de dire, c'est cohérent. T'es contre? Bah t'es contre. Très bien. Bon, moi je suis pour. Donc maintenant, pour tous ceux qui sont d'accord avec ça, le fait qu'on ait le droit de posséder quelque chose, on y va. Aujourd'hui en France, la propriété privée n'existe pas. Nous vivons dans un pays où, quand tu achètes quelque chose, que tu es propriétaire, c'est faux. Littéralement. Et on ne se rend pas bien compte d'à quel point ce que je viens de dire est vrai. On le sous-estime. On a l'impression qu'aujourd'hui la propriété privée existe. La réalité est tout autre. On l'a encore vu avec la guerre en Ukraine, où des Russes, des russophones, qui avaient des trucs ici en France, qui n'ont rien à voir. Hein. Certains qui avaient à voir, d'autres qui n'avaient rien à voir. Avec cette guerre là-bas, là, bah, l'État français a dit: je te prends ton truc, là, je te donne. Genre, si l'État français, on pouvait le mettre en mode c'est Big Brother, donc c'est un mec avec une moustache, tu vois, il arrive, il te met une tarte et il prend ton jouet. Il était en mode les droits à la propriété. Il est en mode: mais tais-toi, t'es qui pour me parler? Et il s'en va. L'État français, constitutionnellement parlant, il a ce pouvoir-là. Et c'est un truc qui n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, t'as les amendements qui sont là pour protéger les Américains comme ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup plus de liberté individuelle aux États-Unis qu'en France. En France, je le répète, et ça c'est un truc qu'il faut vraiment faire au niveau de l'éveil des consciences, parce qu'on vit avec tout un tas de concitoyens qui ne le savent même pas, ou alors ils le savent mais ils y pensent pas. Et quand ils y pensent, ils se font: oh la vache, eh oui, bah oui, ça pique, hein. Il faut quand même savoir que en France, il y a 1356 milliards à peu près. Je me trompe de quelques milliards peut-être, mais en tout cas c'est ça, c'est un ordre de grandeur comme ça. 1350 milliards de dépenses publiques par an. La dépense publique, c'est des impôts qui ont été prélevés et dépensés par l'État. Donc c'est nos sous, à nous qui travaillons et qui voyons notre salaire brut fondre pour arriver au net. Après, on est dans la merde. Bon. C'est le phénomène classique. 1350 milliards, c'est le PIB de l'Espagne. Le produit intérieur brut. C'est-à-dire que l'Espagne, dans sa constitution matérielle, tout ce qu'elle a, ça vaut ça. Et ben on claque ça tous les ans. En argent public. On pourrait se dire, top, l'argent public, ça veut dire qu'on a des bus à l'heure, on a des trains à l'heure, on a des hôpitaux, tu vas aux urgences, t'attends 2 minutes, tu payes pas de frais médicaux, jamais, machin et tout. C'est le cas? Non. Aujourd'hui, tu vas à l'hôpital, t'attends 5 heures, tu vois un chirurgien, tu vois un médecin,
c'est pas raciste, hein, d'accord? Mais tu vois... J'ai entendu dans ma tête ce que t'allais dire. Tu vois un médecin, bon, il parle même pas bien français, parce que les médecins français, numéros clausus et tout, on en a plus, donc tu fais venir un mec qui galère à t'expliquer... Tu vois, c'est... Pourtant, c'est un bon gars, hein. Tu vois, je dis pas, mais c'est pas pareil. C'est pas fonctionnel comme il fallait, tout ça. Avec 1350 milliards, normalement, t'as pas ce problème-là qui se pose. Ça n'existe pas, normalement. Oui, en fait, ce que tu fais, c'est tu dénonces pas en soi que lui vienne. Ça, c'est bien qu'il vienne, au moins, on en a besoin là. Ah bah, c'est clair. Mais des mecs comme ça, j'en veux plus. Hein. Voilà, mais toi, ce que tu dénonces, c'est le lien entre les 1350 milliards et le fait le terrain. Ouais, ce qu'on retrouve sur le terrain, ça n'a aucun sens. 1350 milliards, c'est pareil. Les ordres de grandeur, les gens comprennent pas ce que c'est. 1350 milliards. J'ai donné le PIB de l'Espagne pour essayer de synthétiser un peu, mais... 1 million... Attends, c'était combien déjà? Ouais. 1 million d'euros, c'est une pile de billets d'1 mètre. Ok? Donc... 1350 milliards, j'imagine que ça doit être... Tu vois 1 mètre de billets à côté de toi, tu te dis, putain, quand même, c'est une somme. Un mec qui a 100 millions. Il a 100 mètres de billets au-dessus de sa tête. Tu te dis, ouais, ça fait presque une tour Eiffel. Enfin, tu vois, le mec... Enfin non, une tour Eiffel, c'est beaucoup plus grand. Bref. Tu vois, c'est quand même... conséquent. Ouais. Un milliardaire. 1 milliard. Hein. C'est 1 kilomètre de haut de billets. Et on parle que de 1 milliard. Et là, par an, on dépense 1350 milliards d'argent public. Il y a 1350 kilomètres de billets. Donc en gros, tu es dans l'espace. Hein, qui sont dépensés tous les ans en argent public dans ce pays. Est-ce qu'on se rend compte de la somme? Et de ce qu'on a en échange, hein. C'est surtout ça le plus choquant. C'est-à-dire que la somme, ben, normalement, 1350 milliards, tu n'as aucun problème dans ta vie. Hein. Aucun. Jamais. Il n'y a rien qui va. C'est quand même assez hallucinant. Il n'y a rien qui va, j'exagère, mais c'est très défaillant. Quand tu vois ça, que le PIB est taxé à un peu plus de 50% en France. Donc en gros, toute la richesse produite, il y a plus de 50% qui repartent directement à l'État. C'est comme si en fait par an, sur tes 12 mois de travail, en fait tu travailles 6 mois pour toi, et les 6 autres mois, tu travailles tous les jours, gratos. C'est pas pour toi, c'est pour l'État. Tu vois? Quand tu prends ces ordres de grandeur, ces chiffres-là, t'as quand même des mecs qui te disent je suis du Parti communiste et je milite. Mais tu milites pourquoi? Tu veux encore plus d'État? Mais ce n'est pas possible, Jean Damien, là. Si tu poses cette carte. Enfin, arrête-toi là. Qu'est-ce que tu veux prendre de plus? On est à des taux, mais c'est d'une... Suffit de comparer avec les pays communistes dans le monde aujourd'hui. Hein. Tu vois qu'au niveau des chiffres, on est les mêmes, quoi. On est pareil. Voire même pire. Donc, stop avec ça. Là où c'est intéressant de parler de la France communiste, c'est que ça fait également partie de ce qu'on abordait juste avant. De la cohésion sociale. Les gens ont la corde autour du cou dans ce pays. Et j'insiste sur ça, même ceux qui sont pas au SMIC. Ce que les gens comprennent pas, c'est que tout est stratifié de façon à ce que peu importe ton niveau de revenu, le mode de vie occidental dans lequel on est fera que tu auras la corde autour du cou. Si tu gagnes 3200 € net par mois et que ta femme elle en gagne, je sais pas, 3000 pareil ou 4000. T'en prends l'équivalent sur une année, quoi. Déjà, t'as tes impôts à la fin de l'année, machin, et puis tu t'achètes une baraque. Enfin, t'as avec ta conjointe, machin. Bon, c'est bien, vous avez un peu plus de sous que les autres. Vous allez acheter une maison un peu plus grosse. Ah, donc t'as des mensualités un peu plus grosses. Donc en fait, sur ton reste à vivre, si on parle des écarts entre la moyenne classe haute et la moyenne classe basse, en fait, c'est quelques centaines d'euros par mois. Ou peut-être 1000 €. Sur le reste à vivre, hein, seulement. Enfin, c'est pas grand-chose. Hein. C'est pas une différence fondamentale. Hein. Mais, tu vois, ça participe à un climat délétère. Où, en fait, tout le monde en a ras le cul. C'est chiant, c'est insupportable. En parallèle de ça, t'as des politiques qui exacerbent tout. Hein. Je pense au NFP, là, donc les socialistes, les écolos, les machins. Ils passent leur temps à exacerber les dissensions entre les gens. Un peu ce que faisait aussi l'extrême droite par moment, tu vois. C'est-à-dire que
il y a un fait divers qui, pour le coup, en est vraiment un. Ils vont le prendre et le récupérer, puis bon, après, des fois, malheureusement, il y a des trucs, t'es en mode, c'est plus des faits divers, c'est oui. des faits de société. Ouais, Mais- voilà, c'est ça. Donc en Ouais. fait, c'est juste constater une Ouais. réalité qui est là, en fait. Mais bref, tu bien vois, présente. t'as des mecs comme ça, donc surtout du côté du NFP, qui exacerbent tout le temps. Si par malheur, t'as un mec avec un crâne rasé qui va taper je sais pas qui dans une cité de France, attention, hein, hommage national, Ouais. deuil, machin, on va reprendre l'affaire Naël, là. Enfin, il y a un moment donné, les gars, arrêtez, quoi. Tu vois, ça participe Mm. à la dissolution de la cohésion nationale. Parce que personne n'est dupe. Le Ptio, là, qui... Il y a un moment donné, la mort, il allait la chercher, quoi. C'est lui qui allait la chercher, cette mort. Mhm. Et pas qu'un peu. Des refus, il en a fait je sais plus combien dans sa course, là. Il en a fait 5, 6. Il a failli écraser une meuf avec une poussette à un passage piéton. Enfin, jusqu'où on va? Jusqu'où on va? Tu vois? Bienveillance, dignité. Ben voilà, puis c'est On en surtout... revient toujours à la même Mais c'est chose. surtout l'archétype de mec dans la voiture qui Ouais, posait problème. Oui, bah oui, c'est ça. Ça aurait été toi ou moi, on se serait fait zinguer rapidos. Tout le monde aurait applaudi, c'est bien, merci la police, vous avez fait votre travail, vous Ouais, avez éliminé voilà. un criminel qui a failli écraser une femme avec une poussette. Donc tu vois, tout ça c'est lié, c'est en vase communicant. Et en fait, le côté assez hallucinant, c'est pareil, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, j'ai dit j'y reviendrai à la fin. J'ai vu un truc il y a pas longtemps. Chaque année en France, il y a 13 000 nouveaux millionnaires par an. Qui arrivent, hop, millionnaires. Sur les 13 000 nouveaux millionnaires, il y en a 12 000 qui quittent le pays. Faut pas demander comment ils sont taxés. Non mais tu te rends compte. Rien que ça, du coup ils se barrent. Ouais. Et tu vois, le gauchiste bas de plafond de base, il va te dire ah, mais 1 million pour un seul homme, c'est trop, tu vois, ça sert à rien et tout. Ouais, mais les mêmes qui disent ça, ils foutent rien. Mais oui, non, mais déjà, mais au-delà de ça, le mec qui a 1 million, combien il paye d'impôts comparé à toi? Mhm. Déjà, il en paye plus que toi, t'en paieras. En un an, il paye plus d'impôts que t'en paieras dans toute ta vie. Mhm. Donc déjà, il fait plus que toi pour l'hôpital public, pour tout le reste. Après, il y a un moment donné, où philosophiquement, est-ce qu'on a le droit dans ce pays de vivre, de s'émanciper? Est-ce que tu as le droit? Parce que des millionnaires, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certains qui n'ont aucune légitimité, je l'entends. Mhm. Mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est le lot, ça fait partie des libertés. Il y en aura, et c'est comme ça, tu peux pas lutter contre ça, tu vois. Si tu commences à interdire l'existence de ces gens-là, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font, hein, indirectement, Mhm. ils vont tout tirer vers le bas. Comme un bateau qui fuit, en fait. Tu vois, l'eau s'infiltre et tout le monde coule. Parce que les mecs blindés, on est dans une économie aujourd'hui mondialiste, hein, avec nos grands globalistes là, Mhm. qu'on apprécie tant. Là. Hein, bah, au final, les mecs ils vont se barrer. Ils ont aucun intérêt à rester là. Et même, ils disent non, c'est faux, ils partiront pas parce qu'ils sont français, ils ont de la famille et tout. La Suisse, c'est à côté. Hein. Et la Suisse, ils délivrent un visa à n'importe quel millionnaire. Hein. À partir du moment où ils voient que ton compte en banque c'est des millions, ils sont en mode, oh bah venez, hein, pas de problème. Par contre, t'es le pélo du coin, tu veux y aller, ils vont te dire non. Mais bref, ils n'ont pas besoin de partir très loin. Hein. Ils vont à Andorre, ils vont à Monaco, ils vont en Suisse. La plupart des millionnaires, ils ont largement les moyens de parler anglais un petit peu ou machin. Et- Enfin, il n'y a aucun problème. Hein. La réalité, elle est là. Faut arrêter de nous dire qu'ils peuvent pas partir et tout. Et on en arrive carrément, parce que là, il y a quelques mois de ça, il y a peut-être 6-7 mois, c'était la France Insoumise qui déposait cette loi, je crois, ou ce projet de loi. Ils voulaient qu'on puisse taxer les mecs, peu importe où ils allaient, via leur nationalité. Non mais... Stop, en fait. C'est un délire. Là, on arrive dans le communisme le plus complet, en fait. Mhm. Et l'histoire du communisme, elle a quand même montré que... Bon, déjà 60 millions de morts, c'est les basses estimations. Hein. Il y en a qui montent à bien plus haut. Il y a des... Ça se discute. En tout cas, il y a des millions de morts. Il n'y a pas de discussion, ça c'est sûr. Est-ce qu'on veut vraiment aller vers ça? Et ceux qui me diront que le capitalisme a des milliards de morts, c'est pas le capitalisme en soi, tu vois. Moi, c'est mon avis. Je trouve pas... Le capitalisme, par essence, c'est un peu l'individualisme, la liberté d'entreprendre, tu vois. Ça regarde chacun d'entre des individus. Ça regarde pas une population générale comme le communisme, tu vois. En fait, le capitalisme, c'est chacun récolte le revenu de son implication
Bah, puis dans c'est son une forme. travail, en fait. Puis c'est. À la base des bases, c'est la liberté. La liberté de. Donc évidemment que ça laisse des libertés à des mecs de devenir très riches. Au plus tu travailles, au plus t'es payé. Mais vaut En gros. mieux être libre, vivre dans un monde totalement libre, où tu peux devenir excessivement riche, et j'ai utilisé le mot excessivement volontairement, où tu peux également être excessivement pauvre, que de vivre dans un monde où il n'y a rien d'excessif, et tout le monde est cloisonné vers le bas, tu vois, et qu'il n'y a pas d'émancipation possible en fait. Parce que c'est une machine à broyer les gens avec encore plus de malheur en réalité que du capitalisme. Là où le capitalisme est souvent décrié et diabolisé, c'est dans cette idée que tu as des ultra riches et des ultra pauvres. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est parce que capitalisme, ça rime avec libre marché. Et qui dit libre marché dit que, justement, par essence, par existence même, il s'autorégule. Et ça, les gens, il y en a plein qui sont théoriciens de l'idée contraire, qu'il n'y a pas d'autorégulation. Moi, je te dis que si, parce que un vrai libre marché digne de ce nom, c'est celui où tu enlèves toutes les normes européennes et compagnie qui existent, qui sont là justement et qui finissent de façon un peu pervers, à force de mettre des bâtons dans les roues du marché pour l'orienter, à créer ce qu'on appelle des monopoles. Et là, un monopole, c'est pas bon, pour moi. Parce qu'il y a le monopole, une fois qu'il l'a, le mec, il fait ce qu'il veut des prix. Et là, c'est la merde. Mais un libre marché pur et authentique, 100% libre, par essence, il ne peut pas être régulé, et il va, par un acteur intermédiaire, je veux dire, et par essence, il va s'auto-réguler, tu vois, il va pas avoir besoin d'un État ou je ne sais quoi. Pourquoi ? Parce que demain, tu te lances dans les crevettes. Pourquoi pas ? Tu te lances dans les crevettes, tu vends des crevettes, ça marche plutôt bien pour toi, tu grossis, tu deviens un gros vendeur de crevettes, tu vois. Tu te dis, bon, je vais augmenter un peu mes marges et tout, tu augmentes le prix. Dans un libre marché 100% libre, dans lequel on vient pas te mettre des bâtons dans les roues constamment. Toi, tu es là, tu te régales, machin. La concurrence existe. Et la concurrence, ça peut être moi demain. Toi, tu as une usine de crevettes. Moi, je me lance avec un petit atelier à faire des crevettes. Il n'y a pas de normes, enfin, si, des normes de santé, mais je veux dire, il n'y a pas de tous les normes économiques, T'es obligé d'ajuster le prix et tout, le bazar. plein de trucs qui sont là, mis en place par des oligarques européens ou je ne sais quoi. Par essence, si toi tu deviens trop cher, les clients vont naturellement venir chez moi, tu vois. Et à partir du moment où je fais de la qualité, mais ça c'est propre au privé. Dès que tu es privé comparé à un fonctionnaire, tu as un besoin d'être efficace, d'être rentable et de fonctionner. Un fonctionnaire, non, parce que c'est de l'argent magique qui vient de l'État, donc il peut faire de la merde ou brasser de l'air dans le bureau de sa mairie pendant 3 semaines sur le mois, il va rien se passer pour lui. L'argent sera toujours là. Alors que dans le privé, dans le capitalisme, tu as un besoin d'être efficace, d'être efficient, d'être pragmatique et tout ça, tu vois. Et je pense que l'un des plus gros maux de notre société actuelle en France, c'est ça. C'est qu'il y a plus de 50% de l'économie qui n'a plus aucune nécessité d'être rentable. Bah, ça sort d'où tous ces sous ? Bah, de nos poches. Tu vois ? Parce que forcément, il y a plus de 50% de l'économie de ce pays qui repose sur il n'y a aucune responsabilité, il n'y a pas besoin d'être rentable, il n'y a pas besoin d'être productif. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, la vie. La vie n'est pas magique. Et le déficit français aujourd'hui qu'on a actuellement, c'est une longue continuité de ces... Désolé du terme, mais c'est ça. C'est malheureusement le cas, c'est une descente du socialisme. Parce qu'en fait, on a voulu épargner aux gens ce devoir de rentabilité, mais ça se paye aujourd'hui. Et ça se payera encore demain. Les retraites, c'est un scandale. Tant que ça changera pas, en fait, on ira toujours dans le même sens, quoi. Ben, c'est ça. Tant que les gens n'auront pas compris que sans devoir de rentabilité, sans être pragmatique dans ce qu'on fait, sans être productif... En fait, il y a un truc aussi qui est très français que les gens ne comprennent pas, c'est que rien n'est gratuit. Rien. Absolument rien. La moindre chose que tu vas toucher dans ta vie, c'est une dépense d'énergie de quelqu'un d'autre. On va parler en flux énergétique. Quand on te dit, les transports en commun sont gratuits pour les moins de 18 ans. Non. C'est les impôts qui payent ton transport en commun. C'est pas gratuit. Et ça pour tout. Mais absolument tout. Dès que tu vois écrit gratuit quelque part en France, ce n'est pas gratuit. Ça n'existe pas. Ah bah oui, il faut bien que quelqu'un paye, ouais, c'est logique. C'est tout. Même si l'agriculteur du bout de ta rue, il dit carotte gratuite,
et qui te les donne, et que c'est lui qui les produit, c'est là où tu te rapproches le plus de ce qu'on appelle la gratuité, mais la réalité c'est quoi? C'est qu'il l'a payé de sa santé, de son énergie, il l'a fait. Donc hop, et tu les as. Rien n'est gratuit dans la vie, dans le monde en général. Dans le monde sauvage, les animaux n'ont rien de gratuit. Cette élocution que je suis en train de te faire là, elle n'est pas gratuite. C'est mes poumons, mes cordes vocales, tu vois. Ça marche comme ça, c'est l'échange équivalent, c'est une règle de base d'alchimie. Tu pars d'un postulat, tu arrives à un autre postulat, entre deux, il y a eu une dépense d'énergie, c'est normal, rien n'est gratuit, rien. Mais ça, en France, les gens, ils l'oublient trop souvent. Et quand tu vois qu'on a, je sais plus, 5-6 millions de fonctionnaires en France, mais c'est un trou. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Faut arrêter, on marche sur la tête, tu vois. Et fonctionnaires, hein, je m'entends. Je parle pas des militaires ou... Oui. D'accord. Mais ça, c'est... Je suis content d'aborder ce point-là aujourd'hui, parce que c'est un truc qu'on entend trop peu souvent dans le paysage, tu vois. Mais c'est très important de bien comprendre que entre un pays en bonne santé, avec une bonne civilisation, tu vois, un bon état d'esprit, une bonne cohésion et tout, il va falloir qu'on sorte de cette espèce de rente fonctionnariale là, qui détruit le lien social en fait. Parce que c'est plus vivable aujourd'hui de perdre 75% de la richesse produite sur ton année et de tout redonner à l'État en fait. C'est insupportable. Parce que toi tu perds 50% sur ton salaire, ensuite tu payes 20% de TVA sur ce que tu achètes avec ce qui te reste. Donc tu vois, il te reste que dalle à la fin. Et comment tu veux que les gens soient pas aigris en fait? Quand tu vois Puis quand tu vois certaines politiques qui sont absolument absurdes. Toi et moi on est ambulanciers. Tu sais très bien, on voit la misère, ce que c'est. Il y a quand même tout cela est très mal géré, très inégalitaire. Je veux dire, ça n'a aucun sens de continuer là-dedans. C'est du fric jeté par les fenêtres. Moi, j'ai des exemples de cas sociaux absolument phénoménaux qui préfèrent acheter une télé 4K écran plat Full HD alors que les gamins ils sont tous placés les uns après les autres parce que les biberons sont dégueulasses et qu'ils sont malades et tout et que le mec est inapte. Mais par contre, il a acheté un PC gamer et compagnie. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de trucs qui ne vont pas dans le système d'aide sociale et compagnie. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'évasion fiscale. Je sais que très bien que les gauchistes ils vont me parler de ça. Oui, ça fait aussi partie des problèmes. Mais il faut qu'on sorte de ce système qui est, à mon goût, beaucoup trop socialiste. Enfin, plus que raisonnable en tout cas. Et là, quand on aura réglé ce problème-là, je pense que les problèmes qu'on a abordés dans cette vidéo, le globalisme et le socialisme qui se corroborent l'un l'autre, quand on sera sorti de cette boucle infernale, le pays ira déjà bien mieux. Ok. Bah écoute, ce fut fort intéressant ce point sur le communisme, enfin sur la France communiste. Moi, c'est un truc que j'ai découvert en lisant. Hein. Comme je te le disais tout à l'heure, je connais pas, j'ai pas autant de connaissances que toi sur le sujet. Mais quand je l'ai lu, je me suis dit, tiens, c'est vrai en fait ce qu'il dit. Et je me souviens, je crois que je te l'avais même envoyé en photo, je t'avais dit, mec, j'ai découvert un truc. Et tu m'avais dit, bah ouais, on avait rigolé. J'ai un tout dernier point. Vas-y, si tu veux bien. Vas-y, pas de soucis. Sur cet entretien. Là, c'est parce que c'est tout chaud, ça vient de sortir. Et tu vois, avant qu'on tourne ça aujourd'hui, quand j'avais commencé à réfléchir un peu ce que j'allais dire et tout, c'était pas encore sorti. Mais là, tu vois, récemment, il y a eu un scandale avec l'AFD. Mais pas le parti allemand, le truc d'aide de financement français. Là. C'est, encore une fois, un exemple absolument ahurissant, ubuesque, je dirais même, de ce qui est fait avec l'argent public. Et ils ont essayé de se justifier, parce qu'une fois que c'est sorti, ça a fait les gros titres, ça a ragé et tout. Ils ont essayé de se justifier en disant oui, mais non, tout l'argent qu'on donne, c'est des prêts. Donc ce qui dit prêt dit retour. Bah non, en fait, ils se sont pris une double claque. Parce qu'en faisant ce communiqué, les gens sont allés creuser. Et il y a plein de gens qui ont ressorti des threads et tout, qui ont expliqué ce qui était la réalité. Ils parlent de prêts, donc effectivement, il y a 33% à peu près, du budget de l'AFD qui part en prêt. Donc c'est-à-dire un tiers, c'est-à-dire que les 2 autres tiers, c'est des dons. Parce que oui, je l'ai peut-être pas encore dit, mais en fait, l'AFD, c'est de l'argent public qui est donné à l'étranger. D'accord ? Bon, après, il faut voir pourquoi. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas ? Niveau géopolitique et tout, c'est normal. T'es une nation, t'es dans le game, tu dois
faire des alliances, développer des pays, enfin, ça s'entend. Les dépenses sont lunaires. C'est du blanchiment d'argent pour moi, mais j'ai pas de preuves. C'est une théorie, mais voilà. Par exemple, quand ils financent au Zimbabwe des cours d'inclusion à la sexualité diverse pour le solfège du Zimbabwe, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a aucun sens. L'intitulé des écoles de musique au Zimbabwe dans lesquelles tu vas mettre de l'inclusion sexuelle, quel est le rapport? La France paye ça. Ouais. Ah oui, oui. Ah, après l'enregistrement, ou même là si tu veux maintenant, non, mais je te crois, mais je peux te trouver les chiffres et tout. Oui, pourquoi? Et attends, les sommes, hein. C'est des millions. Hein. Des milliers, des millions, ça dépend des projets. Des fois c'est juste 45 000 euros, comme des fois c'est 150 millions. On a donné 150 millions, je crois, à l'Algérie pour un truc sur l'inclusivité. Tu vois? Les sous, tu les vois jamais. Ils partent à l'étranger. Concrètement, est-ce qu'on a un retour sur ça? Non, rien. Est-ce qu'on peut pas faire une enquête? Tu vois? Est-ce que si une boîte privée faisait ça, elle se serait pas pris déjà 40 enquêtes? Crois-moi que si. Le blanchiment d'argent, ils sont au taquet sur ça. Sauf quand ça les concerne directement. Donc voilà, il faut quand même savoir que l'AFD c'est ça, et que l'AFD, il n'y a pas longtemps, j'ai un petit extrait sur mon téléphone, mais bon, pour le micro, ça sera pas... Peut-être tu pourras le mettre dans le... Peut-être, hein, je m'avance pas, on verra. Il y a un extrait, en fait, le président de l'AFD, il prend 17 500 euros par mois pour son poste, sans les primes, sans les éventuels cumuls d'autres trucs qu'il aurait à côté. Et en fait, dans les extraits que j'ai de mon téléphone, c'est en conférence où il fait des réunions, il explique un peu et tout. Il est fier. Il explique que l'AFD, c'est pas pour les Français. Il le dit. Il dit, nous, on est profondément africains, tu vois, dans l'âme et tout. Et ça, c'est vraiment un discours de mec, tu sais, c'est paternaliste à fond, quoi. On dirait le vieux colon, en mode, je vais avec mon chapeau blanc, là, je vais dans la pampa, et puis je leur apprends la vie, tu sais. Et enfin bref, le discours paternaliste à souhait et tout, 17 500 euros par mois. Je connais personne dans le privé qui prend ces chèques-là, tu vois. À part peut-être le directeur de Renault, enfin tu sais, des trucs balèzes comme ça, mais sinon ça n'existe pas. 17 500 par mois, sans rien produire, sans rien faire hein, au final, hein, parce qu'en fait, il le dit, hein, il dit à un moment dans les extraits, c'est de l'argent qu'on a pris comme ça aux Français. Il le dit, il face caméra, enfin c'est lunaire, tu vois. Et l'AFD, c'est des millions et des millions et des millions comme ça qui partent dans des trucs obscurs. Parce que moi j'utilise les termes, je suis désolé, c'est obscur. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas où ça va. Et les prêts, les 33% qui restent de leur camembert budgétaire qui est en prêt, c'est des taux proches de zéro. D'ailleurs, c'est des taux proches de zéro sur des prêts sur lesquels on n'est même pas sûr qu'on va revoir leur tour un jour. Ouais. Parce que combien de fois la France a déclaré, via le ministre des Affaires étrangères, on solde de la dette du Mali, on solde de machin et tout. Mais ça, c'est des prêts qu'on a fait. Et on n'a jamais vu le retour. Bon, bah, ils annulent. Hop Putain, j'aimerais bien qu'ils fassent ça pour ma maison aussi, tu vois. Ils le feront jamais. Bah non, ils le feront pas. Ouais. Mais tu vois. Donc, un scandale de plus parmi tant d'autres. Ça rejoint... Enfin, on est toujours un peu dans la même partie, là, la France communiste, tu vois, mais... C'est des trucs qui sont absolument exaspérants. Exaspérants. Surtout pour que quand tu vois ce qu'on en fait. Ce serait concret, je veux bien, à la limite. Et encore. Tu vois. Parce que ça voudrait dire que on te demande pas ton avis, on te prend tes sous et on mais te finance des trucs. C'est ça que j'allais dire, ce qui me dérange le plus, c'est que c'est mes sous. Ouais. Enfin, en tout cas, ça fait partie... Bah c'est tes sous, c'est toi qui les as produits, la richesse. C'est aussi de tout le monde. Et il y a une bonne partie, je pense, qui sont pas en accord avec les valeurs qu'ils veulent envoyer au Zimbabwe. Là. Mais c'est ça. Et pour autant, on ne donne pas notre avis. Alors que pourtant, c'est ta santé à toi qui a été entamée quand tu t'es levé à 6 du mat pour aller faire le boulot et créer de la richesse. C'est ça. Donc, la moindre des choses, ce serait de te demander à toi si on peut prendre tes sous pour faire ça. Moi, je suis partisan d'un système qu'on appelle libertarien, dans lequel les gens ont tout leur fric, mais ils sont maîtres de leur destin. On arrête l'assistanat. Tu te débrouilles. Tu touches tout ton fric et tu te débrouilles. Pas dans l'absolu. Pas au max du max. D'accord ? Mais juste on garde le régalien, les trucs très importants, notamment au niveau de la santé. Il y a certains points où je veux bien entendre. Tu vois, quand c'est excessivement cher pour quelques cancers absolument incurables ou des trucs très graves et tout, ok. Mais pour le reste, tu te démerdes. C'est de la méritocratie, quoi. Tu travailles, tu gagnes, tu arrives à te débrouiller. Et on vivrait bien mieux. On vivrait bien mieux, c'est ma conviction profonde. On aurait beaucoup plus de sous pour nous développer tous individuellement parlant.
Mais ça ouvrirait également aussi la porte à faire des vies encore plus pourries. Mais ça, c'est la responsabilité individuelle de chaque individu. Dans un système comme ça peut être très violent la chute. Hein. Mais pour la majorité, pour le plus grand nombre, ce sera mieux. Et pour ceux qui vont foirer leur vie, bah écoute, quand t'as plus de sous dans ta poche, comme on peut le voir aux États-Unis, les charités, toutes les œuvres de charité se portent mieux. Parce que bah, les gens, ils ont envie de donner, bah, ils donnent plus. Bah forcément. Donc les œuvres de charité, elles reprendront leur place naturelle de la société. Aujourd'hui, la charité en France, il n'y en a plus, très peu. Elle est forcée en fait. Alors qu'avant, il n'y avait pas eu besoin de l'État pour que la charité existe. Hein. Tu vois, c'est deux sociétés complètement différentes et moi j'aspire plus à ce que je viens de te dire qu'à celle actuelle où tout est forcé, tout est bloqué, tout est... Enfin, un Big Brother quoi. Voilà. Bon, je conclurai là-dessus parce que sinon la vidéo elle va durer 1000 ans. Mais voilà. Non, mais c'était très intéressant. Juste pour pour clôturer, pour conclure et faire le lien entre la conclusion de la vidéo précédente, comment tu vois toi le système actuel avec tes yeux datés? Comment tu vis la chose? Alors, pour moi, en tant qu'athée, du coup, j'y vois à travers ce système un abandon progressif de nos libertés individuelles au profit de la déresponsabilisation des individus. On a laissé tomber tout ce qui était chiant et tout ce qui nous incombait en tant qu'hommes ou femmes, peu importe, mais nos responsabilités individuelles nous pesaient, on les a gentiment vendues à tout ce qui est des idées socialistes et compagnie, qui nous ont délégué en fait tous ces trucs-là, et maintenant on n'a plus retour en arrière sur ça pour l'instant en tout cas. Je nous vois vraiment victimes de notre pente naturelle en fait. Et qu'au final c'est bien mérité ce qui nous arrive. Parce qu'on a décidé de tout léguer, on a tout abandonné, maintenant on n'est plus maître de nos vies, c'est de notre faute. Y a-t-il un retour en arrière possible? Peut-être, mais ça passera par d'abord un réarmement des esprits. En tant qu'athée, je te le dis, c'est pas un truc que tous les athées ont encore compris, mais je pense que ça passera par une religiosité d'État. Je pense que ça aidera beaucoup, parce que ce serait la réinstauration d'un socle commun, même en tant qu'athée. C'est-à-dire que moi j'irai, je ferai partie des trucs, je serai dans ma communauté, dans ma société, mais même en tant que mec honnête, je vais pas commencer à mentir et dire j'y crois si j'y crois pas. Parce que admettons que ce soit vrai, c'est encore pire je pense, de se faire une fausse foi que de ne pas en avoir du tout. Oui, bien sûr. Donc voilà un peu comment je vois les choses. Et puis voilà, ce sera un travail de très longue haleine qui prendra sûrement plusieurs générations et que ça passera par un réarmement mental des gens via ce qu'on vient d'expliquer sur ne serait-ce que l'aspect socio-économique et aussi de roman national / religion. Je pense que en couplant ces deux aspects-là, on peut espérer revenir à quelque chose de cohérent au niveau sociétal, sans violence. Parce que ça faut quand même le préciser, sans violence, parce que naturellement si on replonge dans une société comme ça a été le cas par exemple là récemment en Pologne, qui ont décidé de prendre un tournant qui est voilà, très conservateur et compagnie, le peu d'immigrés qu'ils avaient sont naturellement repartis quoi. Parce que ils n'ont pas été chassés, mais juste ça leur convient pas comme mode de vie, donc ils ont fait la hijra ou des choses comme ça, peu importe. Et ils sont repartis parce qu'ils veulent vivre en adéquation et ils ont raison. Chacun devrait être libre de vivre en adéquation. Et voilà, ça passe par là, je pense. Ok. Et donc du coup, est-ce que tu peux me parler de la conclusion du livre aussi, sur qui est Big Brother du coup? Qui est le parti exactement? Le parti, c'est un ensemble de nous-mêmes en fait. C'est l'ensemble des gens qui composent la société. Ça, faut quand même le dire. Il n'y a pas des grands méchants qui complotent dans l'ombre, selon moi. C'est-à-dire que c'est notre inclinaison naturelle à aller vers le confort absolu et tout qui nous a menés dans le trou dans lequel on est. Et ils utilisent ça en gros. Ils utilisent ça. Oui, bien sûr. Ils jouent sur nos pentes naturelles, ils jouent sur les sentiments. Toujours. T'as bien remarqué, on l'a dit au tout début de l'entretien, entre les deux extrêmes, gauche et droite, qui jouent sur les sentiments. D'office. Pour te mettre en épouvantail de la République. Quand tu es conservateur ou tu cherches un peu à être conservateur on va dire, quand tu veux dénoncer en gros certaines choses quoi. Quand tu veux juste
être conservateur, ramener un peu les choses, arrêter le progressisme exacerbé, tu vois, et dire non, attendez, il y a des bases quand même qui sont bien, faut les garder pour la bonne santé de la société et tout. Tout de suite, on t'incorpore au bruit des bottes les heures sombres, les idées nauséabondes et tout. Enfin, tu vois, toute la novlangue qui va avec, qui est absolument atroce, hein, en réalité. Entre les mots employés pour le décrire et la réalité de ce dont on parle, il y a quand même un gouffre exceptionnel, quoi. Enfin, bref. Et c'est pareil pour de l'autre côté. Je veux dire, quand tu as des tendances un peu utopistes, humanistes et tout, on parle de toi tout de suite, c'est ça pue la pisse, ça boit de la bière, ça fait du diabolo. Ouais, ce que tu disais au début. Tu vois, c'est pareil, il y a un monde entre les deux. Mais c'est comme ça, c'est les novlangues qu'on utilise d'un prisme à l'autre pour décrédibiliser les gens, tu vois. Donc voilà, pour faire court, en gros, le parti, le système dans lequel on est, n'est que le résultat de ce qu'on est en tant qu'être humain et de nos penchants naturels. C'est nous qui l'avons construit comme ça et aujourd'hui on en est victime. Voilà, victime de notre faiblesse. Ok. Non, bah écoute, ce fut une vidéo très intéressante. Moi perso, j'ai appris pas mal de trucs. J'ai vraiment kiffé. J'espère que ça vous aura plu aussi. De mon côté, je vous mets en description tous les liens Amazon pour acheter du coup les différents livres dont on a parlé depuis la vidéo précédente, donc N'aimons point le monde, donc à savoir la France Big Brother, N'aimons point le monde de Watchmani et 1984 de George Orwell. Donc je vous remets ces 3 liens en description. Et puis je vous invite encore une fois à les acheter et à les lire si ça vous intéresse. Tu peux aussi peut-être mettre Karl Popper, l'Open Society, pour comprendre les mécanismes sociétaux qui opèrent aujourd'hui en Occident, qui sont clairement lisibles dans ce bouquin. Ok, donc je vous mets ce livre-là aussi en description, Karl Popper, Open Society. Et puis, écoutez, on se revoit prochainement. Je ne sais pas exactement quand. Je fais à peu près une vidéo par mois. J'ai déjà le sujet de la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore si je serai seul ou accompagné. Tu le teases ou pas? Quoi? Tu la teases ou pas? Non, pas encore. Ah, il garde le suspense. Je garde le suspense, ouais. D'ici là, écoutez, portez-vous bien. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à partager les vidéos. Ça m'aidera aussi dans la création du contenu. Ça m'encouragera. Et puis, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez ou écoutez ce podcast. Et voilà. Ciao!